Bonsoir à tous, merci d'être présents ici ce soir et bienvenue pour cette nouvelle conférence Iségoria qui acte réellement la rentrée de notre tribune étudiante, ici même dans cet amphithéâtre édile de Nantes. Alors, dans un contexte où les séquelles de cette fâcheuse crise de 2008 se font encore ressentir aujourd'hui et contre lesquelles les nombreux pensionnaires successifs de Bercy ont bien du mal à lutter, notre association se devait bien d'évoquer le sujet économique durant cette saison 2014. Trêve de palabres pessimistes et de constats défaitistes, il s'agit bien aujourd'hui de traiter des éventuelles solutions qui pourraient permettre à la France, aux pays affectés, de ne pas retomber dans leur travers d'antan. La TTF, ou taxe sur les transactions financières, est une des solutions invoquées. Et justement, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Dominique Plion, économiste et surtout, ça c'est important, force de proposition, qui vient intervenir sur la thématique ô combien complexe de la taxation de la finance. Un projet décrié, critiqué, et dont la bonne mise en place est, semble-t-il, subordonnée à de nombreuses conditions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter un peu le personnage. Monsieur Plion, vous êtes avant tout un professeur d'université qui enseigne donc l'économie. Et je me demande, car c'est une tâche dont vous devez vous acquitter avec la plus grande impartialité, et ce qui ne doit guère être aisé, je me demande s'il ne vous arrive pas parfois de regretter le temps de la belle époque, à l'heure où les enseignants étaient alors les hussards noirs de la République, et qu'ils jouissaient d'un pouvoir considérable, dont notamment celui d'admonester de vilains coups de férule à leurs étudiants. Un pouvoir dont je suis sûr vous ne lésineriez pas si la paire constituée par, disons, Manuel et Emmanuel se trouvait dans votre classe, paire certes, studieuse et appliquée, mais un poil trop persévérante à votre goût. Et à ce sujet, en bonne économiste atterrée que vous êtes, et qui se respecte, j'espère que vous ne cédez pas à la tentation de dresser à vos étudiants un portrait trop morose de l'avenir qui nous guette, sous peine de corréler la chute de leur morale à une courbe du chômage qui n'en finit plus de monter. Et Dieu sait que la confiance est un des principaux moteurs de l'activité. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien obligé d'admettre partager un point commun avec les deux chenapans cités plus haut, M. Plion, leur acharnement. Multipliant les publications et les interventions, président puis porte-parole d'Attaque, l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, vous vous obstinez bel et bien dans cette France assiégée par la spéculation financière, dans ce rôle de Cassandre de l'économie. Chantre de l'altermondialisation, vous clamez haut et fort qu'une pacification est possible à condition d'être unis et entreprenants. Seul l'avenir nous révélera si l'utopie, qui n'en sera plus une à partir de 2016 en Europe, convaincra les décideurs, technocrates et libéraux entêtés du monde entier. En bref, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, M. Plion est de ces hommes qui passent leur temps, dédient leur vie, à bousculer l'ordre actuel des choses en proposant leurs idées, leurs visions, leurs alternatives pour sortir d'un paradigme économique peut-être bien synonyme de bourbier. En attendant, et sincèrement, M. Plion, je vous souhaite bien du courage et surtout, restez tenaces. Excellente conférence à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc après la présentation de Paul, m'incombe la présentation de la problématique. Donc merci d'être venus nombreux ce soir. Et merci surtout à Dominique Plion. Merci de votre venue. On est absolument enchantés de vous entendre sur un sujet évidemment d'actualité et sur lequel beaucoup de questions se posent, notamment de mise en œuvre. En matière d'économie, il y a loin de la théorie à la pratique. En théorie, T égale G, c'est-à-dire que les dépenses de l'État ne dépassent pas ses recettes.
On sait ce qu'il en est depuis 39 ans en France, mais aussi dans la plupart des pays. En théorie également, S égale I, c'est-à-dire que l'épargne est égale à l'investissement. L'économie financière n'étant que le pendant de l'économie réelle, ou plutôt son nécessaire support. Dans cette optique, la bourse est un dispositif ingénieux qui permet de drainer, de rassembler les épargnes individuelles et de leur faire rencontrer des besoins de financement, généralement de grandes entreprises ou d'États, qui ne trouvent pas leur bonheur auprès de crédits bancaires classiques, les montants empruntés étant trop élevés et donc trop risqués pour une seule banque, voire un groupe de banques. Ce rapport de 1 pour 1 n'est plus qu'un lointain souvenir, puisque selon le FMI, l'économie financière représenterait aujourd'hui environ 50 fois l'économie réelle. Autre prisme, celui adopté par la Revue des Deux Mondes dans un numéro publié avant l'été. En 2013 et en moyenne, il serait échangé quotidiennement sur les marchés financiers environ 180 fois le PIB annuel mondial, j'ai bien dit quotidiennement. Comment sommes-nous parvenus à un tel déséquilibre ? Force est de constater que son apparition est assez récente à l'échelle de l'histoire économique, puisque le phénomène prend une ampleur sans précédent au cours des années 80. Margaret Thatcher en Angleterre et Ronald Reagan aux États-Unis décident alors de moderniser leurs économies, comprenez réduire à minima l'État-providence, le poids de l'État dans l'économie, et de favoriser le développement des services en remplacement progressif d'une industrie jugée alors moins rentable et donc moins porteuse de croissance. En ont résulté d'importants besoins de financement. La suite, vous la devinez, la croissance en volume de la finance s'est accompagnée d'une sophistication des produits. Les instruments de couverture, de change, de taux, de cours de matières premières sont devenus d'une complexité et d'une malléabilité sans nom, à tel point qu'un opérateur de marché peut désormais prendre des positions sur le marché de la fève de cacao, du blé ou de l'aluminium sans avoir un quelconque usage du dit sous-jacent. L'idée étant bien sûr de ne pas devenir propriétaire de l'objet du contrat, mais de le revendre avec bénéfice si l'évolution des cours est conforme à la prédiction. Bien d'autres curiosités, comprenez dysfonctionnement de la finance, peuvent encore être relevées. Permettez-moi d'en citer 3. Premier point, on peut réaliser des gains à la hausse comme à la baisse des cours, ce qui signifie avec horreur que l'on peut parier, voire espérer, que la situation d'une entreprise ou d'un secteur d'activité se dégrade. Second point, qui se soucie d'analyser ce que pourrait être la situation économique à long terme d'une entreprise ? Ce qui détermine le cours d'une action, ce ne sont pas ses fondamentaux, mais l'opinion moyenne des opérateurs de marché. Autrement dit, et je l'ai entendu moi-même du patron d'une banque française où je fus collaborateur, mieux vaut se tromper avec tout le monde que d'avoir raison tout seul. Des exemples. La survalorisation de Facebook au moment de son introduction en bourse il y a 1 an. Plus généralement, le fait que depuis début 2014, c'est-à-dire depuis le début de l'année, 80% des introductions du secteur technologique à la bourse de New York soient le fait d'entreprises non rentables. Le dernier exemple en date est tout frais. Il s'agit d'Alibaba, l'entreprise d'e-commerce chinoise qui a levé presque 22 milliards de dollars vendredi dernier. Pire encore, les souscripteurs de parts d'Alibaba ne sont pas devenus propriétaires d'une partie de son capital, mais d'une holding détenue par 20 personnes et qui possède Alibaba. Ce qui signifie que les souscripteurs de parts n'exerceront aucun contrôle sur la gestion de l'entreprise. Troisième et dernier exemple. Prête également à sourire l'idée d'un accompagnement à long terme des besoins financiers des entreprises cotées. Chacun sait que les arbitrages de cession et d'achat sont permanents et s'enclenchent pour des variations de cours, même d'ampleur marginale. La petitesse du gain étant largement compensée par les volumes en jeu. 10 centimes d'euros par action, c'est presque mesquin. Mais pour 100 000 actions, c'est avoir à portée de clic 10 000 euros, soit 10 mois de travail d'un smicard ou environ 2 mois de travail d'un médecin généraliste. Et ni le cerveau, ni le doigt de l'opérateur n'est plus requis, puisqu'avec le trading à haute fréquence, des algorithmes informatiques viennent se substituer avec célérité à un trader jugé en comparaison trop indolent. Certes, ma description rapide du monde de la finance de marché est un peu caricaturale, car elle met l'accent sur des problèmes criants. Néanmoins, l'idée d'une finance source de perturbations et insuffisamment contrôlée s'est imposée auprès des dirigeants politiques du G20, dont le maître mot au plus fort de la crise économique, soit en 2009 et 2010, fut celui de régulation. Régulation pour contrôler le hors-bilan des banques, empêcher l'apparition de nouveaux subprimes, interdire au futur Bernard Madoff de créer des placements virtuels ou à Goldman Sachs de titriser de la dette grecque. Réguler enfin, et surtout pour empêcher les marchés financiers de troubler l'économie réelle avec à la clé des crises qui génèrent
une contraction de l'activité des entreprises et ipso facto des milliers de chômeurs. Pour en revenir à notre problématique de ce soir, deux questions se posent en réalité. Faut-il accepter la situation telle qu'elle est et par une taxation, la taxe Tobin, soit essayer de contenir les abus si la taxe est dissuasive, soit en tirer des revenus et les flécher vers des institutions et l'économie réelle? Ou au contraire, faut-il limiter, voire interdire certaines pratiques liées à de la dissimulation de risques ou purement spéculatives, comme par exemple sur les denrées alimentaires, et ramener les marchés financiers vers leur fonction originelle, le financement de l'économie réelle? Bien sûr, le second choix est plus difficile, surtout que l'on sait que certains pays sont très dépendants des marchés financiers. C'est le cas des États-Unis, qui ne peuvent se passer des injonctions monétaires massives de sa banque centrale, ou de l'Angleterre, où 20 à 25% de l'emploi national est lié directement ou indirectement au secteur de la finance, banque, assurance. Je passe sous silence les modalités de mise en place de la taxe, qui soulèvent des difficultés, et non des moindres, que, cher Dominique Plion, vous aborderez sans doute. Nous sommes donc enchantés de vous accueillir ce soir pour nous éclairer sur ces questions, et d'autant plus que vous êtes porte-parole d'Attac, mouvement qui prône une autre mondialisation, plus équilibrée, que tous nous appelons de nos vœux, mais sans bien savoir comment y parvenir. La parole est à vous. J'appuie sur quel bouton pour avancer? Bien, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être dans cette enceinte, très bel amphithéâtre. Et donc, en effet, je fais partie de ceux qui, parmi les citoyens, considèrent qu'on ne peut pas rester insensible et inactif face à ce qui se passe autour de nous, et où que nous soyons, notamment dans nos vies professionnelles. Eh bien, je crois qu'on a un devoir d'engagement, un devoir de débat. Et donc, ce soir, je vais vous présenter un point de vue, un certain nombre d'éléments. Je ne veux pas vous convaincre nécessairement, mais je vais au moins solliciter votre réflexion pour que, voilà, à l'issue de cette présentation, bien, vous ayez un certain nombre d'éléments supplémentaires pour votre propre réflexion et éventuellement vous convaincre. Mais je suis sûr que je ne convaincrai pas tout le monde. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'il y ait une diversité d'opinions dans la société, sauf que dans la période actuelle, qui est une période assez difficile, où il y a des enjeux absolument considérables, il est souhaitable qu'évidemment une majorité de citoyens et de citoyennes et d'intellectuels engagés et de professionnels pensent à peu près les mêmes choses sur un certain nombre de sujets importants. Par exemple, on ne parlera pas de cela ce soir tellement, la question environnementale, écologique, qui est aujourd'hui un des enjeux absolument majeurs de la période actuelle et des prochaines décennies. On voit qu'aujourd'hui, il y a des belles manifestations d'ailleurs qui se sont produites ces jours-ci à ce sujet, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a un élément là d'inquiétude et en même temps, on voit qu'il y a des possibilités d'action très importantes, eh bien, dans le domaine de la finance également. Alors, on m'a posé le sujet, taxer la finance est-il sérieux? Déjà, je vois un certain point d'humour d'ailleurs dans la manière dont le sujet a été posé, parce que ce n'est pas moi qui ai choisi le titre, mais j'ai compris que, bon, pour certains, peut-être ici dans cette école ou ailleurs, c'était pas très sérieux de s'intéresser à cette taxe sur les transactions financières. Donc, je pense que c'est un sujet très sérieux. Je vais essayer de le montrer, même si on peut ne pas être convaincu que c'est la meilleure solution. En tout cas, je vais essayer donc de répondre sur cette question. Je ferai une présentation donc en 5 points. J'essaierai de vous montrer le contexte dans lequel aujourd'hui on débat et on propose. Quand je dis on, il n'y a pas que moi, vous le verrez dans un instant, pas que Attac. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui proposent cette taxation des transactions financières. Donc, je présenterai le contexte, les objectifs de cette taxe, pourquoi cherche-t-on pour certains d'entre nous à la promouvoir, quelles sont les expériences en cours, parce qu'il faut regarder ce qui existe, et il y a déjà des expériences sur lesquelles on peut se fonder pour juger, pour apprécier cette taxe. Et j'insisterai en 4e position sur le projet qui, pour le moment, est le plus important et qui nous concerne, puisque c'est l'Europe qui est concernée, l'Union européenne. C'est un projet de directive européenne qui existe, qui a le mérite d'exister et qui a un certain nombre de propriétés qui vraiment sont intéressantes, comme j'essaierai de vous le montrer. Et puis, en tant qu'économiste, évidemment, j'essaierai de vous faire part assez rapidement des travaux économiques, une analyse empirique, économétrique notamment, sur les effets, l'efficacité ou pas
de la taxation des transactions financières. Voilà, et je conclurai. Alors, le contexte. Le point de départ que l'on peut mettre en avant, c'est que le secteur financier au sens large est sous-taxé par rapport au secteur productif. La plupart des transactions financières sur les actions, les devises, les produits dérivés, les obligations sont très peu ou pas du tout taxées dans la plupart des cas. Donc on peut dire que le secteur financier est une sorte de duty-free shop, c'est-à-dire un endroit où finalement on peut aller faire des opérations sans payer de taxes. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Par exemple, la Grande-Bretagne a instauré depuis bien longtemps une stamp duty, peut-être en avez entendu parler sur la bourse de Londres, la City. La France également a connu un impôt de bourse pendant, vous voyez, une période relativement longue, plus d'un siècle. 1893-2007 aboli sous le précédent président Sarkozy en 2007, avec un taux de 1,5 pour 1000, donc relativement faible. Pareil, le taux anglais est très très faible. Mais il y a une forme de taxation. L'autre point de départ, pour planter le décor, c'est de considérer que le secteur financier est très largement dominé par la spéculation. La spéculation, vous avez donné tout à l'heure des chiffres. On ne peut pas comprendre pourquoi il y a une telle disproportion entre le secteur réel de l'économie, le commerce international, mesuré par le commerce international ou mesuré par le PIB, d'un côté, et d'autre part la sphère financière, c'est-à-dire le volume incroyable des transactions financières, de 1 à 50, mais je pense que c'est même de 1 à 100, et sans doute plus, sans introduire le fait que c'est précisément la spéculation qui est l'élément déterminant de ce décalage croissant entre le réel et le financier. Alors, depuis longtemps, il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent pour défendre la taxe sur les transactions financières. Le premier d'entre eux, c'est John Maynard Keynes, dans les années 20, qui, avant la crise de 29, et puis après, par la suite, dans sa théorie générale de 1936, il aborde cette question, qui recommande l'utilisation d'une taxe sur les transactions financières, et notamment les transactions de change. Ça a été repris par, votre film le montre, par James Tobin, économiste américain, prix Nobel, économiste d'inspiration keynésienne, qui propose d'introduire la taxe sur uniquement les transactions de change, c'est-à-dire le marché où s'échangent les monnaies les unes contre les autres. Et sa proposition prend place au début des années 70, au moment où le système monétaire international se dérègle, où la spéculation porte des coûts importants aux monnaies, notamment au dollar, qui doit abandonner son rattachement à l'or, et c'est l'avènement du flottement généralisé des monnaies, et d'une certaine manière, le début de l'instabilité chronique du système monétaire international à cause de la spéculation. Et donc Tobin a cette image qui est la suivante, dont vous avez entendu parler, il dit « il faut jeter des grains de sable dans les rouages trop bien huilés de la finance ». C'est l'idée qu'avec la montée en puissance de la finance, avec les nouveaux instruments comme les produits dérivés, avec la liberté quasi totale qui est donnée aux opérateurs financiers dans le contexte des politiques de libéralisation financière, eh bien, la spéculation a le champ libre et il faut essayer de mettre des grains de sable dans ces rouages pour, en quelque sorte, ralentir la vitesse de circulation des capitaux, des transactions. Et c'était ça l'idée de James Tobin. Et puis, par la suite, alors, au début, l'idée de Tobin a été reçue avec un certain scepticisme. Et puis, avec la crise, il faut bien dire que de plus en plus, et là je me projette dans la période actuelle, un nombre croissant de personnes venant d'horizons extrêmement différents, des universitaires, mais pas que, des responsables politiques. En France, le président Chirac était un partisan de la taxe sur les transactions financières. Vous avez reçu l'année dernière Michel Rocard. Il est aussi partisan de la taxe sur les transactions financières. Des professionnels. On parlait tout à l'heure de M. Cameron, mais ce qu'il faut savoir, c'est que M. Turner, Adair Turner, qui est l'ancien patron du gendarme de la bourse, la FSA, eh bien, est un partisan résolu de la taxation des transactions financières. Et donc c'est un professionnel, quelqu'un qui est vraiment dans le monde de la banque et de la finance. Il y a aussi des organisations internationales. Le Fonds monétaire international, par exemple, aujourd'hui, défend l'idée d'une taxation des transactions financières pour un certain nombre de pays, et surtout les pays émergents, mais aussi dans un certain nombre de circonstances pour les pays avancés, sans parler bien sûr des organisations non gouvernementales,
dont Attac fait partie, mais bien d'autres encore, comme Oxfam, etc., etc. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un panel relativement large de gens venant d'horizons très différents qui défend le point de vue qu'il faut mettre en place une taxation des transactions financières, et que désormais, on peut voir qu'il y a un débat intéressant qui s'est fait jour, avec des propositions qui sont sur le tapis, sur la table, pour être discutées, mais il y a une opposition, et on peut le comprendre, farouche du lobby financier, car si cette taxe était appliquée et si elle réussissait en partie à atteindre ses objectifs, évidemment, ça serait au détriment de la finance spéculative qui rapporte gros à nos banquiers, investisseurs, fonds d'investissement spéculatifs et autres. Alors, quels sont les objectifs de la taxe sur les transactions financières? On peut dire d'ailleurs que cette taxe a les objectifs de toute forme de taxation. La taxation dans nos pays, par exemple l'impôt sur le revenu ou la taxe sur le capital, l'impôt sur les sociétés, peut être considérée comme un instrument pour agir sur les comportements. Et donc la taxation sur les transactions financières est vue par ceux qui la défendent, dont je suis, donc comme un instrument de lutte contre la spéculation, tel que l'a proposé initialement Keynes et tel que ça a été repris par James Tobin. Et l'idée, c'est de, s'attaquant à cette partie dangereuse dans l'utilité sociale et négative, si je puis dire, de l'économie qui est cette sphère spéculative, eh bien d'en réduire l'importance de manière à stabiliser l'économie, c'est-à-dire de ralentir cette finance, de réduire la taille de cette finance qui a un impact déstabilisant sur l'économie, comme la crise que nous vivons depuis 2007 le montre, je crois, très clairement. Donc ça, c'est le premier objectif. Et je dis le premier parce que, en termes de priorité, c'est ça, d'abord, l'objectif. Le deuxième objectif, comme toute forme de taxation, c'est de collecter des ressources. Donc ceux qui défendent la taxation des transactions financières ont aussi en tête l'idée qu'il y a des besoins, aujourd'hui à l'échelle mondiale, et qu'il y a donc besoin de ressources pour les financer, ce que les économistes appellent les biens publics mondiaux. Les biens publics mondiaux, c'est quoi? Bien, c'est par exemple la lutte contre les pandémies, les maladies tropicales, le sida, mais c'est aussi la question de l'eau potable dans les régions qui en sont dépourvues, c'est aussi la question de l'éducation, qui est le moteur principal du bien-être et de la recherche et du développement, c'est aussi la question de la santé, etc. Donc, ces biens publics mondiaux sont aujourd'hui, on les a bien identifiés, mais on n'a pas les ressources pour les financer à l'échelle internationale. Pourquoi est-ce qu'on parle de biens publics mondiaux? Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, ces besoins s'expriment à l'échelle internationale. Ils ne s'expriment pas uniquement au niveau national ou régional. Et donc, face à des biens ou des besoins qui s'expriment à l'échelle régionale ou mondiale, eh bien, il faut des ressources qui sont collectées à l'échelle régionale ou mondiale. Et enfin, l'autre objectif de la taxe sur les transactions financières, comme une grande partie de notre fiscalité dans les États-nations, eh bien, c'est de faire de la redistribution. Et là, bien sûr, de la redistribution à l'échelle internationale. C'est l'idée que la taxe pourrait permettre, selon la manière, bien sûr, dont ça sera utilisé, à permettre une redistribution internationale des ressources des pays riches, qu'on appelle quelquefois les pays du Nord, vers les pays moins riches, parfois très pauvres, du Sud, les pays à bas revenus, ou les pays les moins avancés, comme on les appelle quelquefois. Donc ces objectifs-là sont dans la tête, dans l'esprit de ceux qui préconisent la taxation sur les transactions financières. En fait, d'une manière générale, le but, la TTF, comme on l'appelle, c'est vraiment de mieux maîtriser le processus de globalisation financière. C'est-à-dire ce poids considérable, excessif, pris par la finance à l'échelle internationale, d'essayer de réduire la taille excessive des marchés financiers, notamment dans leur dimension spéculative, d'introduire de l'équité fiscale, de remplacer la concurrence fiscale par la coopération fiscale, parce que, en effet, mettre en place une TTF implique de la coopération entre les pays. Et puis, dernier point, mais c'est très important de bien l'avoir en tête, c'est que, bien entendu, pour moi et pour tous ceux qui la proposent, je pense, la TTF n'est pas un remède miracle. Ce n'est qu'un instrument, parmi d'autres, pour domestiquer la finance, c'est-à-dire pour remettre la finance au service de la société et pour lui donner le rôle qu'elle devrait avoir et qu'elle a perdu quelquefois en jouant un rôle déstabilisant sur les économies avec un coût économique et social absolument considérable. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, ça sera mon troisième point, c'est qu'il y a eu des expériences déjà de
taxation des transactions financières. Ça a été fait d'abord dans ce qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents. Alors, vous savez, l'expression de pays émergents, c'est un mot que je n'aime pas trop d'ailleurs, mais comme il est utilisé, il faut bien l'utiliser. Les anglo-saxons parlent de emerging markets. En fait, dans leur esprit, cette appellation est probablement meilleure, c'est les pays qui se sont nouvellement ouverts à la finance internationale, c'est-à-dire qui ont libéralisé leur système financier et qui ont accepté donc que les mouvements de capitaux, les entrées de capitaux en particulier, internationaux, rentrent et sortent plus facilement de chez eux. Eh bien, ces pays-là ont déjà, pour certains d'entre eux, mis en place des formes de taxation financière. Le premier d'entre eux, c'est l'exemple qui est souvent cité, c'est le Chili, dans les années 90, qui a été en proie, l'Amérique latine à l'époque était en proie à des vagues spéculatives importantes, eh bien, a mis en place une mesure qui s'appelle l'encarré. Encarré, on pourrait traduire par une cage. C'est le fait que les investisseurs devaient absolument, quand ils rentraient leurs capitaux au Chili, les mettre en dépôt, une sorte de réserve obligatoire, en dépôt obligatoire pendant 1 an, sans être rémunérés. Et ensuite, ils pouvaient rentrer, par exemple, sous forme d'investissement direct, etc. Donc c'était un moyen de décourager, finalement, les prises de position spéculatives à court terme. Bon. Le Chili, donc, a innové. D'autres pays, la Malaisie, par exemple, dans les années 97-98, quand les pays d'Asie, comme vous le savez, ont connu des crises financières, Malaisie, Philippines, Indonésie, etc., ont mis en place des mouvements, des contrôles de capitaux et aussi de la taxation des capitaux. L'Inde et le Brésil, actuellement, et je ne mentionne pas la Chine, je pourrais mentionner la Chine, ont des taxations à leur manière, évidemment, chacun a ses approches, mais le Brésil, par exemple, a mis en place il y a quelques années, et encore aujourd'hui, a des expériences. Alors là, j'ai un tableau que sans doute vous ne pourrez pas décrypter de où vous êtes. Je pense que le diaporama sera disponible sur le site de l'école, donc si vous voulez aller le chercher, vous le verrez. C'est juste, je ne veux pas m'appesantir sur ce tableau qui a été fait par une organisation internationale, c'est le Fonds monétaire, je crois. C'est juste pour montrer que toute une série de pays, comme vous voyez, c'est l'Argentine, l'Australie, donc des pays à la fois développés et émergents. Le Brésil, le Canada, la Chine, etc., ont mis en place des formes de taxation. Alors ici, c'est la taxation uniquement des securities, c'est-à-dire en fait des obligations, largement. Voilà. Mais c'est pour dire qu'il y a des expériences nombreuses, sous des formes diverses, de taxation du capital dans des pays à la fois développés et en voie de développement. Alors, la crise financière qui a démarré donc aux États-Unis en 2007, la fameuse crise dite des subprimes, a relancé le débat, a relancé l'intérêt, disons, à la fois des intellectuels, des universitaires, mais surtout, et c'est ça qui est le plus important, des décideurs, des autorités, par rapport à la question de la taxation des transactions financières. Et plusieurs pays, très récemment, on peut en citer 2 en Europe, la France et l'Italie, la France en 2012, l'Italie en 2013, ont mis en place une forme de taxation sur les transactions financières. Donc vous voyez, c'est très très récent. Et d'autre part, la Commission européenne a proposé une directive en 2013 pour faire la taxation des transactions financières. Mais il n'y a pas eu que la Commission européenne, et ça m'amène à vous présenter un autre tableau qui sera... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Non, tiens, je ne le vois pas. Tiens, il n'est pas là. Ah, si, il est là. Excusez-moi. Alors, là, c'est des propositions plus récentes qui ont été proposées souvent par des organisations internationales pour la taxation des transactions financières. Alors, la première proposition, ça a été une des propositions récentes, ça a été celle du Fonds monétaire international à la demande qui a été mandatée par le G20. Donc, vous voyez, au début de la crise, donc il y a eu une demande qui a été faite par le G20 en 2008-2009. Le Fonds monétaire, à l'époque dirigé par M. Strauss-Kahn, a fait des propositions. L'idée, c'était de taxer toutes les institutions financières, donc les banques en particulier, les fonds d'investissement, avec un taux d'imposition qui pouvait varier selon les propositions. J'y reviendrai si vous souhaitez plus de détails tout à l'heure, de 0,5% à 0,2%. Voilà. Et l'idée, c'était d'abonder en particulier. Une des idées, à quoi aurait servi cette taxation? C'était surtout pour abonder un fonds de sauvetage financier mondial, c'est-à-dire de collecter des fonds qui auraient servi à
renflouer éventuellement les banques et institutions en difficulté, de manière à ce que ce ne soient pas les contribuables, comme ça a été le cas en 2007, 2008, 2009, qui payent ce qui a accru, comme vous le savez, les déficits publics et les dettes publiques d'une manière tout à fait spectaculaire. Donc l'idée, c'était de déconnecter en quelque sorte les finances publiques du sauvetage des banques et de faire payer en quelque sorte ceux qui sont responsables aussi. C'est-à-dire c'est les banques qui doivent payer sous forme d'une taxation pour avoir des ressources, pour qu'il y ait des ressources, afin de les renflouer en cas de difficulté si c'est jugé souhaitable. Ensuite, il y a eu une autre expérience. Alors, ça a été refusé, cette proposition qui a été proposée au G20 d'Ottawa, je crois que c'était en 2010 ou 2011, ça a été refusé. Notamment parce qu'il y a des pays comme le Canada, qui était l'hôte du G20 à l'époque, mais aussi la Grande-Bretagne, mais aussi les États-Unis, qui sont radicalement opposés à toute forme de taxation, alors que la France, l'Allemagne, par exemple, à l'époque, portait le projet, était favorable au projet. Bon. Ensuite, il y a eu une autre proposition portée par un grand nombre de pays de l'OCDE, dont la France, d'ailleurs, dans laquelle la France jouait un rôle relativement dynamique, qui était donc de lever une taxe, alors cette fois-ci sur les transactions de change, un peu ce que proposait Tobin, avec une taxe extrêmement faible, donc dont l'objectif, vu la modicité du taux de la taxe, 0,0005%, n'était certainement pas de lutter contre la spéculation, parce qu'avec un taux pareil, ça n'a pratiquement aucun effet, mais vu la masse des transactions de l'ordre de 5 à 6 000 milliards de dollars chaque jour qui circulent sur ce marché, même si vous appliquez des taux extrêmement faibles, ça vous permet de lever des sommes très importantes. Et l'idée, c'était d'avoir là un instrument de solidarité globale, internationale, pour financer les biens publics mondiaux. Voilà. Donc ça, c'est une proposition qui, malheureusement, n'a pas été appliquée, mais qui est dans les cartons et qui, le jour J, si des gouvernements un peu plus volontaires et un peu plus, disons, tournés vers les questions de solidarité internationale décidaient de le faire, eh bien, ce projet existe, il n'a pas été appliqué. Alors ensuite, il y a eu, au Parlement européen, ça a été un petit peu l'ancêtre, ou plutôt la première étape vers la directive européenne, les Verts, le groupe des Verts, donc des écologistes au Parlement européen, dont un certain nombre de Français, par exemple Pascal Canfin, qui était un des moteurs, qui a été, comme vous le savez, ministre du Développement dans un gouvernement précédent, eh bien, ont proposé une taxation sur l'ensemble, vous voyez, avec une base très large, actions, obligations, dérivés, taux de change, enfin, opérations de change, dans l'Union européenne. Alors à l'époque, il y avait 27 membres, hein. Aujourd'hui nous sommes 28. Une taxation avec 3 taux possibles selon les marchés, puis selon les hypothèses retenues, hein. Donc 0,1%, 0,05%, 0,1%, 0,01%, en s'appuyant sur les systèmes de règlement européens pour collecter la ressource. Et là, l'objectif était double, était tel qu'il était affiché, vu les taux qui étaient relativement significatifs, c'était à la fois de lutter contre la spéculation et de collecter des fonds pour l'Union européenne et aussi pour la solidarité internationale. Voilà. Alors, ATTAC est un des premières organisations, comme ça a été dit tout à l'heure, à avoir proposé en France cette idée de taxation des transactions financières. Donc, ce que nous proposons à ATTAC, c'est une taxation globale de l'ensemble des transactions. Donc, de ce point de vue-là, on n'est pas très éloigné du projet des Verts, avec des taux qui ne sont pas très éloignés, avec le double objectif de casser la spéculation, ou d'en réduire en tout cas l'importance, et aussi de collecter des ressources, mais l'objectif premier étant vraiment la lutte contre la spéculation. Donc ça, c'est pour nous, c'est très, très important. Et puis, je vais y venir dans un instant, donc la Commission européenne vient de faire des propositions en 2013, qui sont affichées là, mais sur lesquelles je vais revenir. Donc, vous voyez, qui consiste à taxer les actions, les obligations, produits dérivés, mais pas les transactions de change. Vous voyez, pas de transactions de change. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas une taxe Tobin, puisque Tobin, lui, voulait taxer les transactions de change. Donc, ça, c'est un des points qu'on peut critiquer, avec des taux qui sont raisonnables, proches de ceux que proposent les Verts ou qu'on propose ATTAC, raisonnables de notre point de vue, pour casser la spéculation. D'accord ? Voilà. Et je vais y revenir avec des principes très intéressants pour taxer les agents économiques, le principe d'émission et le principe de résidence fiscale, sur lesquels je vais revenir dans un instant. Alors, justement, rentrons peut-être, si vous le voulez bien, un peu plus dans le détail, s'agissant de la proposition de la directive de la Commission européenne. Pourquoi, encore une fois, il est intéressant de regarder de plus près cette directive ? Parce que
c'est la proposition la plus ambitieuse et la plus récente. Et on peut s'étonner, nous avons été très étonnés quand la Commission est venue avec cette proposition. Pourquoi? Parce que jusqu'à, disons, ces dernières années, la Commission était radicalement opposée à toute forme de taxation des transactions financières. Pourquoi? Bien parce que vous savez que l'Europe est construite, l'Union européenne est construite sur les principes des 3 ou 4 libertés. Liberté de circulation des marchandises, des personnes, des capitaux. Et on considérait à la Commission européenne que mettre une taxe sur les capitaux, c'était porter atteinte à la mobilité du capital. Donc s'attaquer à une des libertés fondamentales de l'Europe, la construction européenne. Mais la Commission a changé d'avis. Alors pourquoi a-t-elle changé d'avis? C'est probablement lié à plusieurs facteurs. D'abord, la personnalité du commissaire en charge du dossier, un Français, Michel Barnier, qui a considéré que ce projet était un projet important dans la période de crise actuelle. Deuxièmement, et là je pense que M. Barnier, mais aussi surtout M. Barroso, le président de la Commission européenne à l'époque, considérait que c'était un élément essentiel, c'est d'apporter des ressources pour le budget européen. Vous savez que l'Europe souffre, en tout cas c'est ce que je pense, d'une insuffisance de ses ressources, un budget qui fait moins de 1% du PIB des pays européens, modicité des ressources qui empêche l'Europe d'intervenir sur un certain nombre de gros dossiers, par exemple sur les questions environnementales ou par exemple sur les questions de recherche fondamentales et appliquées en Europe, qui sont des éléments tout à fait centraux et qui méritent une mutualisation des efforts. Eh bien, là, l'Europe est fragile parce qu'elle n'a pas les ressources. Et donc, un des moyens de contourner cette difficulté, ça aurait été de lever une taxe, la première taxe européenne, en quelque sorte, sous forme d'une taxe sur les transactions financières. Voilà un petit peu la raison derrière, en arrière-fond. À mon avis, ce n'était pas tellement pour lutter contre la spéculation, c'était peut-être, de la part de M. Barroso, par exemple, plutôt un moyen d'abonder le budget européen. Mais enfin, pour nous, cette proposition est intéressante et mérite d'être soutenue. Beaucoup d'acteurs, à la fois politiques, intellectuels, d'ONG en France, par exemple, ou en Allemagne, ou dans d'autres pays voisins, soutiennent cette directive européenne parce qu'ils considèrent qu'elle a des qualités. La première qualité, c'est d'avoir une base fiscale large, c'est-à-dire d'inclure les actions d'obligation, mais aussi, point très important, les produits dérivés. Ça, c'est un des éléments majeurs de la spéculation, un des instruments de spéculation aujourd'hui les plus importants. S'attaquer aux produits dérivés est un point important. Deuxièmement, elle pose un certain nombre de principes qui permettent vraiment de toucher les opérateurs et donc de modifier leur comportement. D'abord, c'est les acheteurs et les vendeurs qui payent, parce que dans certaines propositions, on fait juste payer les acheteurs, par exemple, de titres. Là, c'est acheteurs et vendeurs. Or, comme ça a été dit tout à l'heure, on peut spéculer à la hausse ou à la baisse, donc on peut spéculer en étant acheteur ou vendeur, en fait. Et donc, c'est important de toucher les deux côtés du marché. D'autre part, et ça c'est important, c'est une taxe qui s'applique sur les opérations brutes par opposition aux opérations nettes. Vous savez que les opérateurs font toute une série d'opérations chaque jour, et des centaines d'opérations chaque jour, et qu'à la fin de chaque journée, ils ont une situation nette. Or, si vous ne frappez, si je puis dire, vous ne taxez que les situations nettes, en fait, vous n'avez aucun impact sur l'ensemble des transactions qui ont concouru à ces situations nettes et qui sont des milliers de fois plus importants que la position nette qui apparaît en fin de journée. Par exemple, c'est le cas du trading à haute fréquence, des transactions à haute fréquence, THF. Les THF, ça a été mentionné tout à l'heure, c'est une forme d'opération qui fait que les opérateurs font des milliers d'opérations chaque jour. Les opérateurs, en fait, c'est les ordinateurs qui font ces opérations. Dès qu'ils détectent, les algorithmes et les logiciels détectent des anomalies, ou plutôt des écarts infinitésimaux, eh bien, immédiatement, ils font des arbitrages, passant d'un titre à l'autre, d'une monnaie à l'autre, d'une place financière à l'autre, etc. Et ce trading à haute fréquence, nous considérons, et je pense que beaucoup de professionnels, quand on parle avec eux, sont prêts à le reconnaître, ce trading à haute fréquence n'a pas d'utilité, n'apporte rien de plus au marché. Alors ceux qui le défendent disent si, ça apporte de la liquidité. Mais en fait, la liquidité, déjà, elle est considérable sur les marchés. Donc l'idée,
c'est que la trading à haute fréquence, si elle apporte de la liquidité, ce qu'on peut accepter, moi je pense que c'est marginal comme apport, a des inconvénients beaucoup plus importants que les qualités qu'elle peut avoir ou que les côtés positifs. C'est en particulier d'être une source d'instabilité et de volatilité considérable des marchés. Il y a déjà eu des mini-cracks, plusieurs mini-cracks aux États-Unis et en Europe à cause du trading à haute fréquence. Et donc, il faut absolument le taxer. Or, si vous taxez que les positions nettes, eh bien, vous n'avez aucun impact sur les milliers d'opérations qui se font chaque jour, si vous soldez le solde net en fin de journée, par exemple. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une taxation sur les opérations brutes. C'est très important, et c'est ce que propose la directive européenne. Autre proposition qui nous paraît intéressante, c'est que c'est tous les acteurs qui vont être concernés par cette taxe si elle est appliquée. Non seulement les banques, mais aussi les investisseurs, les assurances et les firmes multinationales. FMN pour firmes multinationales. Toutes les grandes firmes multinationales, vous prenez Total, vous prenez BSN Gervais Danone, pour parler de multinationales, disons, dont les sièges sont en France, vous prenez Bouygues, ce sont toutes des entreprises qui gèrent une trésorerie monumentale, énorme, et une trésorerie souvent multidevise d'ailleurs, sur un grand nombre de pays. Eh bien, elles spéculent, elles utilisent cette trésorerie pour essayer de dégager des ressources supplémentaires, notamment en prenant des risques de nature spéculative, qui peuvent avoir des conséquences néfastes, non seulement sur le marché, mais même sur l'entreprise éventuellement, si elle fait des erreurs importantes d'appréciation. Et donc, nous pensons que, et c'est ce que pense la Commission visiblement par sa proposition, que ces entreprises, comme les banques, doivent être, ou les investisseurs ou les assurances, doivent être concernés par la taxe. Et puis, dernière idée, qui est une innovation intéressante, c'est comment va-t-on taxer, ou plutôt qui va payer? Et là, il y a deux principes mis en avant par la Commission qui permettent de lutter au maximum contre l'évasion fiscale, parce que ce qu'on dit souvent, la taxation des transactions financières, si vous la faites à Paris, si vous la faites à Francfort, eh bien, les gens iront ailleurs, et de toute façon, ils ne paieront pas les taxes. Eh bien là, il y a deux principes qui permettent d'atténuer en grande partie cette forme d'évasion qu'on met souvent en avant. Qu'est-ce que c'est que le principe d'émission? Eh bien, le principe d'émission, c'est quand une société, prenez Volkswagen, vous prenez Renault-Nissan, pour rester dans l'industrie automobile, émettent des titres, comme ce sont des sociétés dont les sièges sociaux sont en Europe, dans la zone euro en particulier, eh bien, même si les titres sont échangés à Hong Kong ou à Brasilia ou à Sao Paulo ou dans d'autres parties du monde, eh bien, à Sydney, peu importe, ils seront taxés parce que ce sont des titres émis à partir de la zone euro. Ensuite, il y a le principe de la résidence. L'idée, c'est que les acteurs, les investisseurs, qui sont souvent appelés investisseurs internationaux, mais qui décident de venir travailler sur les marchés européens, même s'ils sont étrangers, à partir du moment où ils ont une résidence fiscale, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme une entité économique et fiscale par les autorités européennes, eh bien, ils seront taxés, même si c'est un fonds spéculatif américain, même si c'est un fonds d'investissement chinois. Et donc, avec ces principes-là, la Commission a fait un travail très intéressant parce qu'elle a essayé de trouver donc, des principes qui sont nouveaux et qui permettraient de rendre cette taxe relativement efficace en termes de réduction, disons, de l'évasion fiscale. Alors, cette réforme, évidemment, n'a pas que des qualités, de notre point de vue, en tout cas de mon point de vue, mais on peut aligner quelques limites. Il y a deux limites qu'on peut mettre en avant. La première, c'est qu'elle ne taxe pas les devises, comme je le disais tout à l'heure. Elle taxe les actions, les obligations, les dérivés, mais pas les devises. Bien. Et deuxièmement, elle ne concerne que 12 pays sur les 28 actuels. Alors pourquoi? Mais pour moi, c'est à la fois une critique, mais un côté positif. Je m'explique. Vous connaissez les règles européennes, vous savez qu'en matière fiscale, c'est la règle de l'unanimité qui prévaut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de décision en Europe sur les questions fiscales, par exemple modifier les taux de TVA, sans une unanimité. Ça veut donc dire que, vu que nous sommes 28 membres, avec des positions qui sont généralement très différentes, il est impossible de prendre une décision, puisqu'il faut l'unanimité. Mais il existe un instrument, une procédure au sein de l'Europe, qui est ce qu'on appelle la coopération renforcée. La coopération renforcée, c'est l'idée que s'il y a un nombre minimum de pays, je crois que là c'est 11 pays, je crois, sauf erreur de ma part, dans le texte actuel, décident d'aller de l'avant. Et sur un projet, ce n'est pas uniquement un projet fiscal, ça peut être d'ailleurs dans d'autres domaines, social, environnemental, etc.,
ils peuvent y aller, même si les autres ne suivent pas dans ce projet. Pour autant, alors c'est là qu'il y a une condition qui est difficile à satisfaire, c'est que pour autant qu'il n'y ait pas de veto de la part des autres membres. Alors, aujourd'hui, on peut penser que... Alors, dans les 12 pays, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des petits pays. Il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Les 4 pays qui pèsent le plus sur le plan économique et financier sont dans les 12. Bon. Mais par contre, il y a des gros pays européens, comme la Grande-Bretagne, qui sont à l'extérieur et qui sont contre. D'ailleurs, qui ont déjà intenté une action en justice contre ce projet de directive qui pourtant n'est qu'un projet. Donc la bataille sera dure. Mais vu la masse critique que représentent les 12, notamment les 4 grands pays dont je viens de parler, c'est une question de rapport de force, ce n'est pas du tout perdu d'avance, cette coopération renforcée. Donc c'était un moyen de contourner en quelque sorte cette règle d'unanimité. Donc la Commission, de ce point de vue-là, a eu raison d'utiliser, de proposer d'utiliser un instrument qui est à sa disposition dans les traités. Voilà. Alors aujourd'hui, où en est-on ? Monsieur Barnier, dans la précédente commission, qui, comme je vous disais, défendait ce projet, lorsqu'il a avancé, juste avant de partir, il voulait essayer de faire avancer ce dossier, il a eu une levée de bouclier considérable, et vous savez d'où est venue la principale résistance ? De la France. C'est-à-dire que la France est dans une situation totalement hypocrite, totalement ambivalente, où d'un côté, elle s'est mise dans le groupe des 12 pour cette coopération renforcée, mais en même temps, et on le sait, parce que j'ai des informations, nous avons des informations, qu'au moment des négociations, les négociateurs français, notamment de hauts fonctionnaires de Bercy, pour négocier la mise en place de la directive, font tout pour la saboter, en réalité, par exemple, pour imposer des conditions qui réduiseraient considérablement sa portée. Et donc, j'étais intéressé de voir la déclaration de M. Moscovici, qui va remplacer M. Barnier comme commissaire français, de dire « mais moi, j'ai toujours été favorable à la taxation des transactions financières ». J'ai des preuves que ce n'est absolument pas le cas. Mais peut-être qu'il va changer. Comme on dit, la fonction crée l'homme. Peut-être qu'il va changer de point de vue, qu'il va devenir favorable à la TTF, j'en doute un peu. Mais bon, en tout cas, voilà. Il y a un pays qui fait de la résistance. L'Allemagne, par exemple, est beaucoup plus favorable à la taxation des transactions financières et n'impose pas de conditions aussi draconiennes que la France dans son application. Alors aujourd'hui, il y a un débat pour savoir si on va la mettre en œuvre, évidemment, avec la nouvelle commission. Je ne suis pas très optimiste parce que M. Juncker, nouveau président de la Commission européenne, a été pendant 20 ans le président d'un des principaux paradis fiscaux de la Terre. Et donc, je ne pense pas qu'il soit très favorable à l'idée de réduire la taille des opérations financières. Et donc, voilà, il va falloir se battre en quelque sorte, il va falloir se mobiliser pour qu'elle soit appliquée. Les choses ne se présentent pas très bien entre M. Moscovici d'un côté et M. Juncker de l'autre, mais bon, on ne sait jamais. Il y a aussi un débat intéressant sur l'affectation des revenus de la TTF si jamais elle était mise en œuvre à l'échelle européenne. Alors l'idée est la suivante. Il y a 2 camps. Il y a le camp, c'est M. Barroso notamment, et un certain nombre de gouvernements qui disent si on la mettait en place, ça serait pour nous l'argent. C'est-à-dire que ça irait en partie aux budgets nationaux, qui en ce moment sont en difficulté avec la crise des finances publiques, et en partie au budget européen. Il y a même des pays qui disent pas question que ça aille à l'Europe. Tout pour nous, tout pour les budgets nationaux. Donc là, il y a déjà un débat. Bon. Et puis, il y a un deuxième débat, c'est est-ce que la question de la solidarité internationale doit être prise en compte, c'est-à-dire dans les projets dont je parlais tout à l'heure, est-ce que la lutte contre les pandémies, les transferts de revenus dans les pays les moins de ressources dans les pays les plus pauvres, les moins avancés, est-ce que ça ne doit pas être aussi une des obligations de l'Europe ? Et pourquoi ne pas y consacrer une partie de la TTF ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la France, pour le coup, notamment d'ailleurs avec Pascal Canfin, quand il était ministre du Développement, bon, c'était son rôle, a poussé très fort pour que la dimension solidarité internationale soit prise en compte. Et il a convaincu d'ailleurs les Allemands, enfin la France a réussi à convaincre l'Allemagne qui au début était contre, à considérer qu'en effet, s'il y avait une taxe, il fallait absolument qu'une partie de l'argent des fonds collectés, qui serait de l'ordre de 35 milliards, d'après les calculs de la Commission européenne, eh bien, soit dévolue, soit utilisée pour la solidarité internationale. Alors, j'en viens maintenant à mon... Alors, je crois que j'ai chanté quelque chose, excusez-moi. Je n'ai pas parlé de la France. Je vais dire quelques mots sur l'expérience française. Ça mérite aussi d'être
présentée, ou en tout cas d'être discutée. La France est un drôle de pays, vous le savez déjà. C'est un pays qui, par certains côtés, donne l'impression d'être à l'avant-garde sur un certain nombre de sujets, notamment la régulation financière, le contrôle du système financier. Je ne parle même pas du discours du Bourget de l'actuel président, mais je parle de ses positions depuis plusieurs gouvernements, plusieurs présidents. Et par exemple, en 2004, Jacques Chirac étant président en France, avait mandaté Jean-Pierre Landau, qui est un inspecteur des finances, très orthodoxe, qui a été d'ailleurs après sous-gouverneur de la Banque de France, donc c'est vraiment pas un gauchiste, et de faire un rapport sur la taxation des transactions financières. Et d'ailleurs, nous avons été invités, nous, ATTAC, nous avons été membres de ce groupe, mais il y a eu à la fois des ONG comme Oxfam, mais aussi des capitaines d'industrie qui étaient là. Je me rappelle, Anne Lauvergeon était là, par exemple, au hasard. Il y avait donc des gens très différents. Et il y a eu un rapport que je vous recommande, si le sujet vous intéresse, que je vous recommande d'aller voir. Il est sur le site, il est facilement, on peut le trouver, il est publié à la Documentation française en 2004, qui s'appelle « Les nouvelles contributions financières internationales ». Et ce rapport est extrêmement intéressant parce qu'il montre que c'est tout à fait possible, tout à fait réaliste, étant donné l'état actuellement des systèmes fiscaux, mais aussi des juridictions nationales en présence ou des juridictions européennes, de mettre en place des systèmes de taxation, pas uniquement d'ailleurs dans le domaine financier, mais aussi dans le domaine écologique, la question de taxes carbone, etc. Donc il montre que vraiment les taxations internationales sont quelque chose de tout à fait possible et réaliste, pour autant qu'il y ait une volonté politique derrière pour le faire. Et donc c'est comme ça que... Alors ce rapport, c'est un peu la montagne qui a accouché d'une souris, parce que c'est la fameuse taxe Chirac, on l'appelle comme ça quelquefois, sur les billets d'avion. Vous savez, vous avez entendu parler de ça, une taxe extrêmement modique, imposée aux compagnies aériennes, et pas toutes les compagnies aériennes, quelques compagnies aériennes, notamment françaises, je crois, et quelques compagnies européennes, je ne sais plus exactement la liste, qui abondent un fonds géré par les Nations Unies pour lutter contre les pandémies dans les pays les moins avancés. Donc, par exemple, le choléra, la malaria, etc. Donc, ce n'est pas ridicule. L'idée est excellente. Sauf que ce qui est faible, c'est le montant. J'ai plus le chiffre, c'est quelques centaines de millions de dollars. C'est très faible, mais l'idée est bonne. Et là, bon, il y a peut-être l'amorce de ce qui, demain ou après-demain, pourra donner lieu à une véritable taxation financière ou écologique internationale. Et donc, lisez ce rapport, si jamais vous voulez réfléchir davantage sur ce sujet, qui est, je pense, très intéressant. Deuxième, pour parler de la France, deuxième élément, 2012. M. Hollande arrive aux affaires. Quelques temps avant, M. Sarkozy avait supprimé, vous vous rappelez, l'impôt de bourse. Donc la France n'avait pas de taxation. Et malgré le discours de l'ex-président en disant « je suis pour », etc., bon, dans les instances internationales notamment, il n'avait rien fait en France, si ce n'est de supprimer l'impôt de bourse. Hollande arrive au pouvoir et très rapidement, je crois qu'il a été élu au mois de mai-juin, dès le début août 2012, ils mettent en place, Bercy, et le gouvernement fait voter une loi de taxation des transactions financières. Alors, le problème, c'est que c'est un trompe-l'œil total. C'est pour dire, nous avons fait une taxe sur les transactions financières. Pourquoi ? Bien, regardez, c'est une taxe qui est limitée aux transactions sur les actions des 100 sociétés. 109 sociétés, en gros, c'est des sociétés qui ont une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros. Un taux de 0,2% sur les positions nettes, exclusion des produits dérivés, d'accord ? Et comme on taxe les positions nettes, pas d'impact sur la trading à haute fréquence, volontairement. Les milieux financiers sont montés au créneau en disant on ne veut pas que le trading à haute fréquence, sur lesquels nos banques sont très actives, Société Générale, BNP Paribas notamment, il n'est pas question de nous priver de ce gagne-pain. Et donc, la taxation est faite de telle sorte qu'elle ne touche pas le trading à haute fréquence. Ce qui fait que le revenu de cette taxe est ridiculement faible. Le gouvernement escomptait des revenus de 1,5 à 2 milliards. C'est même inférieur à ce qui est prévu. Donc, pour moi, c'est une TTF à minima. Et même, je dirais que cette mesure est dangereuse. Parce que finalement, ça permet au gouvernement d'endormir les citoyens et de leur dire « on l'a fait, maintenant, circuler, il n'y a plus rien à voir ». Alors que, de mon point de vue, et nous sommes nombreux à le penser, cette taxe est une sorte de mascarade. C'était vraiment le minimum pour dire qu'il y a une taxation.
L'autre pays dont je n'ai pas le temps de parler, qui a fait cela en 2013, c'est l'Italie, dont je parlais tout à l'heure. L'Italie est allée plus loin, par exemple, elle a taxé les dérivés, pour vous donner une idée. Donc l'Italie va un peu plus loin. Ce n'est pas suffisant, mais c'est, vous voyez, plus ambitieux que la France. Voilà. Alors, j'en viens maintenant au... Que disent les économistes? Que dit l'analyse économique? Finalement, un des moyens de poser la question, si cette taxe est sérieuse ou pas, si elle marche ou pas, eh bien, c'est de regarder un certain nombre de travaux qui ont été menés par les économistes. Alors, là, il y a deux types de travaux, pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, dans la littérature, qui est assez abondante. Il y a les travaux d'abord sur les pays émergents dont je parlais tout à l'heure, dans les années 90. Le Chili, la Malaisie, l'Indonésie, etc. Et ces travaux, qui ont été menés par donc, des économistes américains, européens, asiatiques, etc., ont conclu qu'il y a un impact significatif et positif, c'est-à-dire sur la stabilité financière, dans les pays qui introduisent la TTF. Par exemple, pour le Chili et pour la Malaisie, on peut montrer très clairement, en regardant les chiffres et les résultats économétriques, que ça a eu un impact stabilisant sur le système financier et sur l'économie de ces pays, quand ces taxes ont été appliquées, alors avec des formes d'ailleurs différentes, mais avec un résultat positif. Mais il y a une nuance à apporter, c'est-à-dire qu'il faut bien préciser, ce que disent la plupart des travaux d'ailleurs, c'est que cette TTF ne fonctionne que si elle se situe dans un contexte institutionnel favorable ou satisfaisant. Je m'explique. Par exemple, le Chili, pourquoi est-ce que ça a marché? C'est parce que ce gouvernement, d'abord, était très décidé à lutter contre la spéculation, et avait mis en place toute une série d'autres mesures, pas uniquement la lutte contre pas la TTF, des formes d'encadrement, par exemple du crédit, ou des formes de lutte, parce qu'à l'époque il y avait de l'inflation, il fallait limiter la création monétaire, et aussi une politique budgétaire et fiscale qui inspirait confiance, donc qui a calmé aussi la spéculation. Et donc, si vous voulez, bien entendu, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la TTF en elle-même n'est certainement pas suffisante, c'est un instrument dans la panoplie, dans la boîte à outils des régulateurs et des autorités, parmi d'autres, évidemment. Et les expériences, comme celle du Chili, par exemple, le montrent très clairement. Ça ne peut pas réussir tout seul, il faut un certain nombre d'autres conditions pour que ça marche. Alors, les pays avancés. Les pays avancés, il y a des travaux très récents. J'étais à un colloque donc, au mois de juin dernier à Paris, où le sujet, c'était justement les nouvelles formes de fiscalité, pas uniquement la taxe sur les transactions financières, notamment en Europe. Et il y avait j'ai participé donc à une session, à un atelier où deux économistes ont présenté des travaux sur les expériences françaises et italiennes récentes, de 2012-2013, avec des données extrêmement détaillées, très, très, très fouillées, parce que vous savez qu'en finance, on peut avoir des données très précises et quelquefois à la journée, même pour peut dire à l'intraday. Donc on a vraiment des bases de données très, très conséquentes, même s'il s'agit pourtant de mesures récentes. Eh bien, il y avait un économiste français de Paris 1, universitaire de Paris 1, Gunther Capel-Blancard, et puis une économiste américaine, c'est sa thèse de doctorat dans une université américaine, qui s'appelle Maria Coelho, ont tous les deux présenté des papiers, et qui convergeaient d'ailleurs, alors qu'ils ont travaillé à 5000 km de distance, donc ils ne s'étaient pas concertés du tout. En gros, ce que trouvent leurs papiers, c'est que les taxes françaises et italiennes ont eu un impact relativement limité sur la volatilité des cours, d'accord, puisque je rappelle que c'est les taxes principalement sur les actions, et éventuellement sur les produits dérivés du côté italien. Donc là, on parle des cours boursiers. Qu'en revanche, ça a eu un impact significatif sur le volume des transactions. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu un quart des transactions qui ont été réduites. Enfin, on a diminué d'un quart les transactions. Le volume des transactions a été réduit d'un quart sur ces marchés. Ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement français a été surpris par le manque à gagner, probablement. C'est-à-dire que la taxe a rapporté moins que prévu. C'est sans doute parce que la chute des transactions sur ce marché a été peut-être un peu plus importante que prévu. Et puis, très intéressant comme résultat, les deux papiers, les deux articles, travaux empiriques, concluent que la taxation sur le trading à haute fréquence pourrait être très efficace s'il était véritablement, alors là, ils ont fait des simulations, là, s'il était mis en œuvre, c'est-à-dire si on taxait les transactions brutes et non pas les transactions nettes. Voilà. Donc ça, c'est des résultats qui méritent d'être confirmés, bien sûr, parce que ce ne sont que deux travaux, mais qui ont le mérite d'être portés sur des mesures récentes, en France et en Italie, et qui donnent des résultats intéressants. Alors, une des raisons pour lesquelles
à mon avis, l'impact est limité sur la volatilité des cours, c'est que je pense que la base fiscale, l'assiette fiscale d'une part, et les taux qui sont utilisés sont relativement faibles. Si on avait une taxe plus ambitieuse, on aurait probablement un impact plus important dans le sens d'une modération de la volatilité des cours. Mais ça, c'est à discuter, hein, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut continuer à travailler pour affiner les résultats. Voilà. Alors, je conclus, parce que je crois que j'ai parlé trop longtemps. Ce que je voudrais dire, mais vous me direz tout à l'heure peut-être que vous n'êtes pas d'accord, je pense qu'après avoir fait l'objet d'un profond scepticisme, la TTF est aujourd'hui considérée comme une mesure sérieuse. Donc je réponds à la question qui m'est posée. Oui, la taxation des transactions financières, c'est une mesure sérieuse, c'est une proposition sérieuse. Regardez, des organisations internationales comme la Commission européenne, comme le Fonds monétaire le propose. Vous avez aussi des travaux qui montrent que ça donne des résultats, même s'il y a des limites. Bon. Je pense que ce qui a contribué à ce basculement de l'opinion, c'est principalement la crise. Entre parenthèses, les sondages dans l'opinion publique française, européenne, montrent que la grande majorité des gens sont favorables, je ne l'ai pas dit, mais à la taxation des transactions financières. Que ce soit en Allemagne, en Italie, en France, etc., les citoyens pensent que ce serait une bonne mesure. Il y a encore un débat sur l'efficacité de cette mesure, c'est-à-dire quel serait l'impact exact de cette taxe, notamment si on appliquait la directive européenne, sur l'instabilité financière. C'est clair qu'il faut encore travailler, mesurer, etc. Mais en tout cas, moi, je pense que la directive européenne serait un premier pas très intéressant et certainement, elle donnerait des résultats, à voir l'ampleur des résultats, mais elle donnerait des résultats importants. De toute façon, il faudrait coupler, et ça élargirait le sujet d'en parler, mais coupler cette taxe sur les transactions financières avec notre mesure dont vous avez parlé tout à l'heure, les mesures de nature quantitative. Par exemple, interdire certaines opérations. Je donne juste un exemple. Un des principaux instruments de la spéculation aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les ventes à découvert. C'est-à-dire de vendre des actifs, même des marchandises dont vous ne disposez pas. Eh bien, interdire ça, c'est casser un des principaux instruments support de la spéculation. En Europe, il faut savoir que l'Allemagne est pour. Mme Merkel l'a affirmé plusieurs fois, et son ministre des Finances aussi, M. Schäuble. Et d'autre part, la France, elle, est contre. C'est-à-dire que nos gouvernements, le précédent, sous Sarkozy, mais aussi sous le gouvernement actuel, le gouvernement Hollande, ont déclaré qu'ils ne voulaient pas, sous la pression, évidemment, des lobbies français qui veulent absolument que cette TTF soit limitée au maximum. Donc, aujourd'hui, ce qui limite finalement l'application de la TTF, je pense, c'est l'opposition extraordinairement importante du lobby financier. Et là, je vais faire des considérations pour terminer un peu générales. Peut-être je vais choquer certains d'entre vous. Je pense qu'en France, et c'est vrai dans d'autres pays, mais restons sur la France, nous sommes gouvernés, en tout cas pour ce qui concerne les questions bancaires, financières, régulation, etc., par ce que j'appelle un système ou une oligarchie politico-financière. C'est-à-dire que vous avez des décideurs qui sont à Bercy, qui passent dans les banques, qui reviennent à Bercy. C'est les mêmes, en fait. Donc, des gens, ce que les anglo-saxons appellent les revolving doors, les portes tournantes. Et ce sont ces gens-là qui décident de la régulation et qui font aussi obstacle à la mise en place. Et tant qu'on aura ce genre de processus de décision et de décideurs, il y a peu de chances que, en effet, des décisions un peu radicales comme une taxe sur les transactions financières ou un autre sujet qui pourrait faire l'objet d'une belle conférence sur la séparation des banques d'investissement, des banques de dépôt, etc., ça ne sera jamais appliqué d'une manière radicale, d'une manière efficace, tant que ce sera comme ça que le processus de décision, la gouvernance se fera en France. Ça, c'est ma première considération. Ma deuxième considération, c'est celle d'un Européen. Parce que je suis altermondialiste, mais je suis aussi alter-européen. C'est-à-dire je suis pour l'Europe, mais certainement pas, évidemment, l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Voilà la question que je vous pose, ou l'exclamation que je voudrais faire pour vous enflammer à la fin de mon discours. Ne croyez-vous pas que ce serait un signal fantastique pour l'Europe aujourd'hui en crise, aujourd'hui décriée, aujourd'hui considérée par beaucoup de citoyens comme incapable de prendre des décisions, si on lançait l'idée, on appliquait une taxe sur les transactions financières et qu'on décidait que cette taxe permette d'abonder en partie sur les 35 milliards, les disons 20 milliards
ou 15 milliards au budget européen, avec l'idée de lancer des programmes européens. Ça ne serait pas suffisant, bien entendu, mais ça serait un élément parmi d'autres pour lancer des programmes d'investissement européens dans le domaine de la recherche, par exemple sur les énergies alternatives, etc., etc. Et ça serait un signal politique extraordinairement important que de décider cela. L'Europe, aujourd'hui, pour avancer, a besoin d'un budget, et quand on dit budget, a besoin de ressources. Comme les pays sont en crise aujourd'hui fiscale, au sens où ils ont des ressources fiscales insuffisantes, il est clair qu'ils refuseront, demain encore plus peut-être qu'aujourd'hui, d'abonder le budget européen. Donc un moyen de l'abonder, eh bien, c'est de partiellement, pas totalement, parce que je veux garder de l'argent pour la solidarité internationale, mais d'abonder le budget européen par cette taxe. Ça aurait un effet politique et symbolique tout à fait important. Je crois que ça serait un signal très fort, et ce serait ça que si on me demande, en tant qu'Européen, quelle est la mesure que vous recommandez pour relancer l'Europe, eh bien, la taxe sur les transactions financières, la directive est dans les tuyaux, elle existe, elle a des grandes qualités, même si elle a des limites. Mettons-la en œuvre, et peut-être que ça aura un impact psychologique important sur les Européens. Les gens seront plus convaincus que l'Europe existe, que l'Europe peut s'organiser, que les pays sont prêts à aller de l'avant ensemble sur un nouveau projet fiscal. Et je dirais simplement, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il n'y a pas que la finance, il y a l'environnement. Un autre domaine où il faut une taxation collective, commune à l'Europe, c'est la taxe carbone, et à l'évidence. La taxe carbone, c'est vraiment un instrument, ça serait la deuxième taxe à mettre en place à l'échelle européenne pour financer aussi les projets d'investissement, de recherche dans le domaine des nouvelles énergies, dans les infrastructures économes en émissions à gaz à effet de serre, et ainsi de suite. Donc voilà un peu comment je voudrais terminer, pour vous dire qu'on peut être très sceptique par rapport à la TTF, on peut penser que ça serait insuffisant, mais n'empêche que si on la mettait en place, ça aurait, je pense, un sens politique aujourd'hui, dans le contexte actuel, et ça serait un signal très important dans une Europe qui est en crise et qui est aussi en stagnation à tout point de vue, pas uniquement sur le plan de la croissance économique, mais sur le plan des projets communs. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Pillon, pour votre intervention. On va donc poser quelques questions avec Paul, puis après on laissera évidemment la parole au public. Juste un point, vous avez évoqué le fait que François Hollande avait rétropédalé sur la question de la taxation des transactions financières, rétropédalage via son ministre de l'économie Pierre Moscovici, et puis là il est en train de se faire doubler, ou pas loin, par Angela Merkel, doublée par sa gauche, puisqu'elle va sûrement mettre en place une taxation. Et en parallèle, on a maintenant de nouvelles solutions, et surtout un ministre, Michel Sapin, qui nous explique que taxer la finance, c'est pas forcément pour apporter de l'argent, mais ça serait plutôt pour dissuader, c'est ce que vous avez dit, et surtout pour mettre en avant la mauvaise finance et pour la punir. Alors moi, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous expliquer ce soir qu'est-ce que c'est la mauvaise finance, parce que ça a l'air de changer toutes les semaines. La mauvaise finance, c'est celle qui ne finance pas les activités créatrices de richesse ou de bien-être social. C'est-à-dire créatrices de richesse, le financement de l'investissement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'investissement en France et en Europe, puisque cet investissement stagne, voire même diminue en pourcentage du PIB. Or, l'investissement, c'est le vecteur de la croissance de demain. On constate que... Alors, c'est le sujet que je connais le mieux, parce que j'ai le plus étudié, que les banques, par exemple. Les statistiques le montrent très clairement. Il suffit d'aller regarder, aller voir le dernier rapport de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, qui est l'autorité des banques, qui fait un rapport annuel. Allez voir le rapport, vous verrez que le financement de l'économie, des entreprises en l'occurrence, par les banques, est en chute libre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a et quand par contre, leur activité de marché est en flèche, augmente d'une manière extraordinairement importante. Donc, il y a un vrai problème. La mauvaise finance, c'est ça, c'est cet effet de ciseau entre une activité de marché qui se développe d'une manière extraordinairement importante
par exemple sur les produits dérivés, qui représentent, vous savez que les produits dérivés au hors bilan des banques françaises, c'est 30 à 40 fois le PIB français. Et qu'on a depuis très longtemps rattrapé le niveau d'avant la crise. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite chute avec la crise, on est remonté. Bon. Par contre, le crédit aux entreprises et aux ménages a chuté, et très largement en dessous de ce qu'il était en 2007. Bon. Alors, les banques ne sont pas seules responsables, mais elles n'apportent pas le soutien au secteur réel de l'économie qu'elles devraient apporter. Vous savez, on dit souvent, le banquier, c'est quelqu'un qui vous prête un parapluie quand il fait beau, puis qui vous le retire quand il pleut. Et donc, c'est un peu ça aujourd'hui. C'est-à-dire que les banquiers, quand ça allait bien, prêtaient aux entreprises, et maintenant qu'il y a des problèmes, soit de trésorerie, soit de besoin de financement d'investissement, eh bien, on s'aperçoit que le secteur bancaire est en recul. Et donc, là, c'est pour moi un moyen de montrer qu'il y a... Et pourtant, les banques développent leur activité. Leur profit s'améliore, leur activité de marché augmente, encore une fois, par contraste avec l'activité de financement de l'appareil productif. Donc, je pense que là, il y a véritablement une finance qui est non productive, qui est dangereuse très souvent parce qu'elle est de nature spéculative, donc elle engendre l'instabilité, qu'il faut absolument réduire et qu'il faut absolument amener les banques à nouveau, parce qu'elles l'ont passé, elles l'ont fait, se tourner vers la sphère productive et qu'elles soient incitées à le faire. Alors, je ne veux pas répondre trop longtemps, mais je veux juste, parce que ça se situe au niveau européen tout ça, il n'y a pas que la France. La BCE, la Banque Centrale Européenne, a inondé les banques de liquidités depuis le début de la crise. Par exemple, il y a 2 ans, on leur a prêté 1 000 milliards à toutes les banques européennes à des taux proches de zéro, sans aucune condition. Eh bien, c'est le problème, le sans aucune condition, qui me pose problème. C'est-à-dire, oui, il faut prêter aux banques. Bien sûr qu'il faut les aider s'ils sont en difficulté, mais on ne peut pas le faire de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que les banques, elles viennent avec des collatéraux, avec des titres en garantie. Eh bien, la BCE devrait dire, je n'accepte que les titres représentatifs de prêts au secteur productif ou au secteur jugé prioritaire, par exemple dans le domaine écologique ou autre. Ça, c'est aussi, ça dépend des politiques qui sont décidées au niveau national et européen. Et si on avait fait ça, peut-être qu'on aurait une canalisation bien plus forte des crédits vers la sphère productive, et là, la bonne finance aurait redémarré dans les bonnes conditions. Donc aujourd'hui, l'idéologie, ce que j'appelle néolibérale, c'est de dire c'est le marché qui décide, c'est les opérateurs privés, il faut les laisser en toute liberté agir. Moi, je pense que non, il faut donner des incitations très fortes, voire même quelquefois des contraintes fortes, pour que ces acteurs fassent leur métier, c'est-à-dire jouent le rôle de financeurs de l'économie. Je prétends que ceci est un élément clé aujourd'hui pour la reprise et pour le redémarrage de nos économies. Oui, moi j'avais une question d'ordre plus général. Vous faites partie d'ATTAC, donc organisation altermondialiste. L'altermondialisme, ça ne s'arrête pas à l'économie, puisque votre association couvre, l'idéologie de votre association couvre un spectre assez large des activités humaines. Donc, on a évoqué l'éco ce soir, mais vous avez évoqué tout à l'heure aussi l'écologie. Il y a aussi des juristes, des sociologues chez ATTAC. Pourquoi ne pas tenter une représentation politique d'ATTAC ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de candidat à ATTAC ? Alors, ça a à voir avec... C'est une très bonne question. D'ailleurs, il y a eu un débat interne qui est maintenant tranché, mais là-dessus, à chacun son travail, et la société, au sens large, a besoin à la fois de pouvoir institutionnel, c'est-à-dire d'élus, de gouvernement, d'une opposition, de partis politiques, mais aussi a besoin de ce qu'on pourrait appeler dans le langage gramscien, pour être un peu pédant, des contre-pouvoirs. C'est-à-dire, nous pensons qu'il n'est pas suffisant d'avoir des élus, il n'est pas suffisant d'avoir une démocratie élective, il faut d'autres formes de démocratie participative, pour employer le mot qui est le plus couramment utilisé, c'est-à-dire que les citoyens s'organisent, qu'ils aillent voter tous les 4 ou 5 ans, mais c'est totalement insuffisant, parce que les élus font ce qu'ils veulent entre les deux, on le voit bien. Il faut aussi qu'il y ait des acteurs, et je défends la démocratie représentative. Hein. Loin de moi l'idée qu'il faut la supprimer ou l'amoindrir, au contraire. Donc, simplement, elle est insuffisante. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin, dans nos sociétés complexes, les sociétés où il y a des aspirations importantes qu'il faut arriver à satisfaire, sans discréditer précisément la démocratie ou l'appareil politique, eh bien, il faut d'autres formes de démocratie. Et ATTAC, comme bien d'autres organisations de ce que j'appellerais la société civile au sens large, s'inscrit dans ce mouvement-là. Et moi, je pense que dans le futur, et j'espère que vous serez nombreux à vous investir d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, dans des organisations, où que vous serez, que ce soit environnementaliste, que ce soit sur des questions sociales, des questions économiques, etc.,
Parce que je pense qu'on a besoin de cela. Il faut que les citoyens s'organisent, fassent connaître leur point de vue, réfléchissent ensemble, fassent des contre-propositions. Et c'est le rôle d'Attac. Donc, on pense que ça serait une erreur de notre part de nous présenter à des élections, d'avoir une sorte de programme politique tout fait, programme comme souvent quand on veut se faire élire. Nous pensons qu'il est préférable de faire du contre-pouvoir. Ce faisant, tantôt c'est assez violent, pas par les violences physiques, c'est-à-dire que nous attaquons très fortement, vous avez pu le voir, les pouvoirs en place, mais en même temps, nous travaillons avec eux. Faut voir que c'est une relation qui est un peu ambivalente. Nous travaillons beaucoup avec les élus, les députés, etc., pour essayer de, par exemple, faire passer des amendements, pour essayer de les convaincre. Là, par exemple, nous avons un colloque organisé avec les députés socialistes, certes, mais je crois qu'il y aura des gens de la droite aussi, à l'Assemblée nationale le 7 novembre, sur la nouvelle loi de finances. Quelles devraient être les caractéristiques d'une nouvelle loi de finances dans le contexte de crise des finances publiques? Nous voulons un débat là-dessus. On pense que les députés à eux seuls ne suffisent pas, même s'ils sont très importants, et c'est eux qui, in fine, voteront, et c'est normal. Mais il faut que les citoyens puissent s'exprimer, et c'est pour ça qu'on a demandé à avoir ce débat, qui sera public, j'espère, dans lequel les médias pourront répercuter. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, la démocratie moderne ne peut pas être que représentative, elle doit être aussi participative, et donc il faut d'autres types d'organisations, comme Attac et bien d'autres encore, pour jouer ce rôle. Mais vous avez parlé justement du rôle des citoyens. Comment on peut considérer qu'une association telle Attac, que cette association est en capacité de représenter la voix des citoyens d'un pays? Parce qu'il y a eu à un moment donné aucune élection, aucune décision des citoyens de vous porter. Et lorsque vous dites que vous allez agir, vous allez influencer sur les amendements, ça veut dire qu'en soi, vous allez influencer sur les choix législatifs français. Est-ce que vous avez reçu mandat? Non. Donc comment on légitime votre rôle? Non, oui, ça aussi, c'est une bonne question. D'abord, nous sommes une organisation ouverte. C'est-à-dire que peut adhérer toutes les personnes qui le souhaitent. Alors bien sûr, on ne va pas accepter, si c'est des gens qui portent la xénophobie, par exemple, dans leurs valeurs, ça sera difficile. Mais si c'est des personnes qui veulent œuvrer pour, par exemple, développer les relations sociales dans les entreprises ou dans les collectivités locales, ou que sais-je, qui ont des points de vue intéressants, c'est très ouvert. Donc, de ce point de vue-là, la réponse, premier élément de réponse, nous sommes très ouverts. Et du coup, nous avons un échantillon qui est assez varié de gens. Je dois dire tout de suite, en toute modestie, que malheureusement, nous ne touchons pas beaucoup les milieux populaires. Hein. Mais nous sommes dans les classes moyennes, beaucoup plus que dans les milieux populaires. Vous êtes ouvert, mais minoritaire quand même. Ah ben oui, comme tout. Si on regarde les chiffres. Oui, bien sûr. On est minoritaire. Mais on ne prétend pas représenter tout le pays. On ne prétend pas représenter tout le pays. On présente une sensibilité, comme il y a d'autres sensibilités qui s'expriment. La diversité est souhaitable dans la société, donc il n'y a pas de problème. Mais la question intéressante que vous posez, je pense pour le futur, je pense qu'il y a besoin en France, comme dans d'autres pays sans doute, de donner un statut plus rigoureux aux ONG, aux organisations non gouvernementales qui justement luttent et défendent un certain nombre d'idées. Un statut plus rigoureux, par exemple, sur la manière dont elles sont gérées, leur gouvernance, dont leurs finances sont obtenues, transparence sur les revenus, d'accord, et donc qu'elles se soumettent à un certain nombre de règles. Et là, je pense que, pour le coup, c'est la représentation nationale, les députés, les sénateurs, qui devraient s'attaquer à ce dossier, c'est-à-dire faire des ONG, des organisations qui respectent des règles, ce qui donnerait plus de légitimité à ces dernières. Donc aujourd'hui, en effet, tout le monde peut créer une association et dire, voilà, moi je défends les pêcheurs à la ligne, moi je défends les parieurs de courses hippiques, etc. Bon, et d'ailleurs très bien, il en faut, hein. Mais je pense qu'il faut donner un minimum de statut et peut-être admettre qu'il y a des catégories aussi différentes d'ONG. Et du coup, ça donnerait plus de poids à ces associations. Alors je termine juste pour dire que nous avons, Attac, nous prétendons travailler dans le domaine de ce qu'on appelle en France l'éducation populaire. Alors l'éducation populaire en France, ça veut dire des choses très précises. Ça veut dire que nous travaillons dans le sens d'une diffusion de connaissances et que pour ça, d'ailleurs, nous recevons des subventions. Une de nos sources de financement, ce n'est pas la principale, hein, mais de part des collectivités locales ou bien de la part des pouvoirs publics, quand nous faisons des formations, par exemple, eh bien, nous recevons des subventions, des financements. Donc, je pense que c'est une de nos fonctions et que cette fonction, elle est utile. Les citoyens, alors il y a les universités populaires, par exemple, qui sont aussi une forme très intéressante de formation des citoyens. Nous en avons une autre, nous, mais ce n'est pas très éloigné. Nous formons les citoyens sur un certain nombre de sujets. Et d'ailleurs, c'est très ouvert, c'est très transparent. N'importe qui peut venir. Il n'y a pas du tout d'ostracisme. Et il y a des débats, parfois, des gens, des opposants qui viennent
débattre contre nos idées, c'est intéressant. Donc voilà. Et je pense que c'est utile à la société, ce genre de choses. Alors juste en complément de ce que vous dites, sur le plan théorique, on vous suit, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut se dire Attac est une organisation qui a une vocation à constituer un contre-pouvoir extérieur avec des jugements objectifs, etc. Mais comme vous nous le disiez tout à l'heure, dans le même temps, on sait que tous les lobbies n'ont pas le même poids. Vous avez bien décrit les lobbies bancaires qui sont très puissants, sans vouloir pointer du doigt notre ministre de l'économie, mais lui-même a fait l'ENA, qui est une école publique française, et il a quand même ensuite travaillé dans le secteur privé bancaire. Donc il y a une imbrication qui est plus forte, c'est-à-dire que la posture, pour être pragmatique, la posture qui consiste à dire nous allons influencer de l'extérieur les choix politiques, c'est peut-être, mais c'est quand même deux poids, deux mesures. Et donc, il y a quand même beaucoup de voix aujourd'hui qui s'élèvent autour de la politique politicienne pour la dénoncer en disant que la politique ne doit pas être réservée à des gens qui font ce métier depuis pratiquement la naissance, mais aussi faire monter en compétence des gens de la société civile. Vous êtes économiste, vous avez un point de vue, vous avez des démonstrations. Et donc je reprends la proposition de Paul et les commentaires de Julien. Pourquoi justement ne pas essayer de vous battre à armes égales avec les lobbies qui nous font tant de peine ? Je répondrai en deux temps. Là aussi, merci pour cette question, parce qu'elle est importante. Je répondrai d'abord en disant que c'est vrai que nous nous battons, alors dans le domaine de la finance qui nous intéresse ce soir, contre des mastodontes qui ont un pouvoir énorme. C'est le combat, je dirais, non pas tellement du pot de fer contre le pot de terre, mais je préfère cette image de David contre Goliath. Et vous savez qui a gagné quand même. Bon. C'est-à-dire que le plus petit n'est pas forcément celui qui perd toujours. Par exemple, nous avons créé une ONG à Bruxelles, financée d'ailleurs en partie par la Commission européenne, par les services de M. Barnier, qui s'appelle Finance Watch. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Si vous ne connaissez pas, allez sur le site. Vous verrez, elle fait à la fois de l'éducation, elle explique les mesures qui sont prises par la Commission européenne, etc. Et aussi, elle fait de l'anti-lobbyisme. C'est-à-dire qu'elle essaye de détecter la manière dont les lobbies financiers essayent d'influencer les fonctionnaires européens ou les élus européens, d'accord, dans leurs décisions. Et on lève des lièvres. On lève des lièvres importants. Donc, je pense que ça, il faut continuer. Et d'ailleurs, vous voyez, la semaine prochaine, nous avons une assemblée générale de Finance Watch. Attac est membre, mais il y a bien d'autres organisations. Il y a des syndicats, il y a des organisations de consommateurs, etc. Nous nous battons là-dessus. Alors maintenant, la question de la participation politique. On n'est pas venu me chercher. Si peut-être M. Valls m'avait téléphoné en me disant « Monsieur Plion, vous voulez rentrer au gouvernement », je ne suis pas sûr que j'aurais accepté, mais en tout cas, ce que j'aurais fait au cas où j'aurais accepté, c'est j'aurais démissionné et j'aurais pris mes distances volontairement par rapport à Attac, par rapport à mes fonctions actuelles de porte-parole, etc. Je pense que il ne faut pas mélanger les genres. Mais en tant que citoyen individuel, je suis tout à fait pour que certains, moi ou d'autres, des membres de la société civile, comme on dit, participent aux prises de décision, se présentent aux élections ou bien participent, pourquoi pas, à des gouvernements. Je ne suis pas opposé à cette idée. Pour ma part, je ne souhaiterais pas le faire, mais je comprendrais très bien que et je ne critiquerais pas ceux qui le feraient. Donc oui, en effet, il faut arriver à avoir, et ça permettrait, vous avez raison, de lutter contre le fait qu'il y a des gens qui rentrent en politique à 25 ans et qui terminent leur carrière politique à 75 ans. C'est absolument dramatique, quoi, parce que c'est des gens qui n'ont rien vu de la vraie vie, qui n'ont aucune connaissance véritablement de l'entreprise, des milieux sociaux, etc. C'est absolument dramatique. Combien de membres de gouvernement ont pris les transports en commun, par exemple, et ainsi de suite. Eh bien, ça montre que c'est des gens qui sont en dehors de la réalité. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut réformer probablement la manière dont la classe politicienne est recrutée. Je suis d'accord. Alors peut-être qu'on a des futurs hommes politiques et femmes politiques dans la salle, du coup. Est-ce que vous avez des questions? En haut à droite. Bonsoir monsieur. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos du principe de souscription. C'est-à-dire que c'est très efficace sur les actions, mais c'est beaucoup moins efficace sur d'autres produits comme les produits dérivés notamment. Ce qui fait qu'en fait on en revient au même problème, c'est-à-dire comment, dans l'hypothèse où la TTF est appliquée dans un certain nombre de pays ou dans une zone géographique particulière, on évite une certaine délocalisation des transactions financières et donc un effet de dumping
et donc aussi un impact régulatoire assez limité en fait. Qu'est-ce que vous proposez concrètement contre ce problème? Alors, les produits dérivés dont vous avez parlé, leur nom signifie qu'ils sont dérivés d'autres produits, ce qu'on appelle le sous-jacent. Et qu'on va prendre en compte quel est le sous-jacent. Si vous avez des produits dérivés actions françaises ou actions qui ont été émises d'entreprises françaises, vous tombez sur le principe du coût d'émission, du principe d'émission, et vous êtes, si ces dérivés sont soldés, par exemple, ou ont donné à des transactions en dehors de la zone euro, par exemple en Grande-Bretagne ou par exemple en Asie, vous pouvez les taxer. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, ce que le grand public ne sait pas, c'est que, en fait, les pouvoirs publics ont les moyens de savoir exactement toutes les transactions qui se font. Parce que la quasi-totalité des transactions passe par un nombre limité de canaux, de logiciels et de serveurs qu'il est très facile de connaître. D'accord ? Des systèmes de clearing, par exemple, de compensation. Et que donc, tout cela est une affaire de volonté politique. Et d'ailleurs, comment croyez-vous que la stamp duty en Grande-Bretagne est perçue? Parfois pour des opérations qui se font sur les actions britanniques qui se font à l'autre bout du monde. C'est comme ça, parce que les Britanniques les autorités britanniques, l'autorité fiscale et la place de Londres, ont les moyens de savoir l'ensemble des transactions qui se font sur les actions qui, au départ, ont été émises à Londres et qui, après, circulent dans le monde entier. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème technique, il n'y a que des problèmes politiques. C'est-à-dire que, dans la plupart des cas, c'est une question de volonté et d'utiliser les armes qui existent, enfin, ou qui pourraient exister. Ça serait tout à fait possible. Donc, je crois que la lutte contre l'évasion fiscale, c'est tout à fait possible. Je prends juste un autre exemple, qui est l'évasion fiscale. Vous avez vu la nouvelle loi américaine qui a été votée là, sur l'évasion fiscale, qui oblige toutes les banques dans le monde entier à déclarer les fonds qu'elles reçoivent des ressortissants américains. C'est l'extraterritorialité, ce qu'on appelle. Eh bien, ça, c'est quelque chose d'hyper puissant. C'est-à-dire que les Américains les autorités américaines, fiscales notamment, vont avoir un moyen maintenant de lutter contre l'évasion fiscale de leurs ressortissants, de leurs résidents. Eh bien, ce que nous proposons, c'est que l'Europe fasse exactement, ça s'appelle la loi FATCA, pour être plus technique. Les Européens fassent la même chose. C'est-à-dire, puisque nous acceptons que les Américains demandent à nos banques de leur déclarer l'argent qu'elles reçoivent des résidents américains, eh bien, faisons la même chose. Faisons la même chose. Au moment des attentats du 11 septembre 2001, on s'est aperçu avec délice, si je peux employer cette expression dans un moment cruel et difficile, que les autorités américaines savaient exactement tous les fonds que les terroristes et les réseaux mafieux utilisaient. Donc, elles ont mis au grand jour pour dire, voyons, on peut s'organiser. Donc, tout ça pour dire que l'argument de l'évasion fiscale, de l'impossibilité de lutter contre l'évasion fiscale et donc la spéculation qui se branche sur un certain nombre de réseaux financiers, c'est, à mon avis, un faux argument. À tel point que, d'ailleurs, les acteurs financiers l'ont compris. Pourquoi est-ce que les lobbies financiers européens, notamment français, sont montés vent debout avec la défense de M. Moscovici, de M. Noyer, gouverneur de la Banque de France, contre la directive européenne? C'est qu'ils ont compris que ça serait une directive, si elle était appliquée, qui aurait probablement un impact qui leur laisserait peu d'échappatoire. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques trous dans la passoire, qu'il n'y aura pas quelques problèmes. Mais franchement, je pense que ce n'est pas une raison, cette histoire de dire qu'il y aura de l'évasion pour dire que ça ne marchera pas. Je crois que c'est... Il y a un autre argument que je n'ai pas mentionné, c'est tout ou rien. Pour que la taxation sur les transactions financières marche, il faut que ce soit tout le monde entier qui la mette en place, ou rien du tout, parce que de toute façon, ça revient au même, ça sera d'évasion fiscale. Ben non, il y a des petits pays comme la Colombie, comme la Malaisie, qui ont réussi à montrer que des taxes nationales fonctionnent et leur a permis de lutter contre les mouvements de capitaux internationaux, de stopper la spéculation. Donc ça veut dire que si un pays le veut, il peut vraiment mettre en place des mesures efficaces. Donc ce n'est pas une question d'échelle. Voilà. D'autres questions? À côté. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Moi j'avais une question. Dans votre exposé, vous avez parlé donc de tous les pays où ça a marché, la taxe sur les transactions financières, mais j'aimerais votre explication sur le fait que
cette taxe a été essayée en Suède et a ensuite été annulée. Alors, en Suède, je crois qu'il y avait... les conditions, en effet, n'étaient pas réunies pour l'application et la réussite de la taxe. Et je crois que c'est ça qui fait que, notamment les principes que j'évoquais, n'étaient pas mis en place. C'est-à-dire qu'on a mis en place une taxe sans se donner les moyens de l'appliquer, d'une manière rigoureuse. Et je crois que c'est un des éléments, parmi d'autres, outre le fait que la Suède est un petit pays, mais très ouvert, qui rendait l'application de cette taxe relativement difficile, parce que précisément, elle ne s'est pas dotée des moyens de l'appliquer. Donc pour nous, pour ceux qui défendent la taxation des transactions financières, ce n'est pas forcément un contre-exemple, c'est simplement l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, à partir du moment où on décide de le mettre en place, comme par exemple prévoit le projet européen, alors il faut mettre en place des verrous très stricts pour empêcher justement des échappatoires. Voilà. C'est ce que je pense. Mais en effet, on pourra toujours citer des exemples de pays qui n'ont pas réussi et qui ont dû renoncer à le mettre en place. Moi, à mon avis, c'est qu'ils ne se sont pas donné les moyens de le faire. D'autres questions? Oui, on a une question devant. Devant, oui. Bonsoir. Vous avez parlé dans votre exposé à un moment de cet effet de ciseau qu'il y avait dans les banques qui finançaient moins du coup l'économie réelle et qui se tournaient plus vers tout ce qui était produits dérivés. Et vous étiez contre cet inconditionnel de la BCE qui donc a sauvé certaines banques. Mais est-ce qu'à ce moment-là, à partir du moment où la Banque centrale donne des conditions sur l'utilisation de ces fonds aux banques, elle ne contredit pas directement les statuts de la Banque centrale européenne et de l'Union européenne qui n'est pas censée réguler l'activité économique des différents pays? Et donc à ce moment-là, on revient au problème plus fondamental de la construction de l'Union européenne et de sa possibilité de se réformer pour agir en tant qu'union et donc envoyer un signal fort à tous ces résidents. Et donc ça nous amène encore plus loin sur la question de la possibilité de l'Europe d'agir comme une seule entité qui puisse faire front par exemple, à des lobbies financiers très puissants ou d'autres puissances. Merci. Bonne question également. Alors, je vais un peu me contredire pour deux raisons d'abord. Parce que j'ai l'habitude de critiquer très sévèrement M. Draghi, notamment parce que depuis le début de la crise, il a fait preuve justement d'une trop grande indulgence envers les banques, au sens où il n'a pas été assez rigoureux et contraignant dans la manière dont il a refinancé les banques. Mais là, je ne sais pas si vous avez vu la dernière opération de la Banque centrale. Ça date de 2 ou 3 semaines. M. Draghi a infléchi sa position. Alors, il y a des choses qui me plaisent et des choses qui ne me plaisent pas. Dans ce qui me plaît, c'est qu'il a dit « je vais accepter de refinancer les papiers, enfin les titres, accepter comme collatéraux les titres qui représentent de la titrisation de petites et moyennes entreprises. » Parce que je considère qu'aujourd'hui en Europe, les petites et moyennes entreprises sont les acteurs qui souffrent le plus et qui ont le plus besoin de financement. Alors pourquoi est-ce que je trouve ça bien et pourquoi je trouve ça pas bien? Enfin, je suis comme toujours, il y a des éléments positifs et négatifs. Positif parce que, justement, il y a une forme de sélectivité là qui est introduite. Et apparemment, ça n'a pas donné lieu à un tollé général. C'est-à-dire que ce que je trouve bien dans le comportement de M. Draghi, que par ailleurs, encore une fois, je critique souvent, là, il fait preuve d'un très grand pragmatisme. Il a fait une analyse qui me paraît juste de la situation économique en Europe, à savoir que la relance dépend très largement de la bonne santé et des capacités de financement des PME, et il a ciblé. Donc, vous voyez, c'est contraire un peu à cette idée, on laisse le marché faire et on fait de l'inconditionnalité. Bon. Ce qui ne me plaît pas, par contre, c'est de vouloir redonner du poids à la titrisation. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'on est allé beaucoup trop loin. Alors aux États-Unis, c'est flagrant, et en Europe, on y est allé moins loin encore, mais ça va venir de plus en plus, à la titrisation. Pourquoi la titrisation, c'est pervers? C'est pervers parce que ça permet aux banques, comme vous le savez, de transformer des crédits ou des actifs, qui représentent des crédits aux entreprises, aux ménages en particulier, en titres qu'elles revendent sur les marchés, titres négociables, et qui sont ensuite transformés en produits structurés, etc. Bon.
Pourquoi est-ce que je trouve ça dangereux? Parce que ça permet aux banques de s'exonérer de la gestion des risques. C'est-à-dire, de plus en plus, les banques à capitalisation distribuent des crédits. Elles fonctionnent un peu comme des courtiers qui distribuent des crédits, prélèvent des commissions, mais revendent aussitôt ces crédits à des investisseurs qui sont beaucoup moins régulés que les banques, etc. etc. Donc moi, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, la crise des subprimes, pour moi, enfin, je ne suis pas le seul à le dire, hein, vous l'avez certainement lu, est due aux excès, en grande partie, de la titrisation. Et donc, je trouve très dangereux que M. Draghi veuille relancer la titrisation. Donc, ce que je trouve bien, c'est qu'il prenne une mesure qui cible les PME. Ça, je trouve ça bien. Par contre, la manière dont il le fait me paraît suspecte et dangereux. Je pense qu'au contraire, on est arrivé maintenant à un moment où il faut dire attention, je ne veux pas dire qu'il faut supprimer totalement la titrisation, mais il faut la réguler d'une manière beaucoup plus stricte pour éviter les abus considérables qui ont conduit notamment à la crise des subprimes. Donc voilà. Mais vous voyez, je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a la possibilité de faire... Alors autrefois, on appelait ça la sélectivité du crédit. Alors c'est bien que c'est la finance à la papa, comme on dirait, c'est-à-dire ce qui se passait dans les années 70, 80. Mais moi, je crois que ce mot devrait revenir. Je crois qu'aujourd'hui, en période de rareté des ressources publiques, ressources privées, il faut être sélectif. Et donc, je n'accepte pas que la Banque centrale, qui peut créer de la monnaie ex nihilo, à volonté, hein, puisque c'est une de ses fonctions, en refinançant les banques, le fasse comme ça à bras ouverts, à guichets ouverts. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas satisfaisant. Et la preuve, c'est que les banques utilisent une grande partie de ces liquidités, soit pour les mettre en dépôt à la Banque centrale, donc elles ne les utilisent pas, soit pour aller sur les marchés, ce qui est extrêmement dangereux. Donc voilà, je pense... Alors maintenant, apparemment vous êtes plus sceptique que moi sur l'Europe. Moi, je dis juste une piste, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec un de vos camarades avant que la conférence commence. Moi, je suis pour ce que j'appellerais le confédéralisme monétaire et bancaire en Europe. C'est-à-dire que je pense qu'il faut une banque centrale européenne, mais il faut redonner plus de fonctions et de pouvoir aux États, notamment dans le domaine monétaire et régulation bancaire. Parce que nous sommes trop hétérogènes en Europe. Les Espagnols, ce n'est pas pareil que les Français, ce n'est pas pareil que les Italiens, ce n'est pas pareil pour rester dans la zone euro que les Allemands. Il peut y avoir une bulle immobilière dans un pays et pas dans un autre. Il faut donc affiner les modes de gestion, de régulation. Et gérer la finance et la monnaie uniquement par un seul taux d'intérêt, c'est totalement insuffisant. Il faut donc des instruments sélectifs par secteur et même régionalisés, c'est-à-dire descendre au niveau des régions. Mais ça ne veut pas dire que c'est contre la construction européenne. C'est une autre vision de la construction européenne qui me paraîtrait plus réaliste, plus adaptée à la période actuelle, à l'hétérogénéité des pays, et qui, je pense, nous permettrait de résoudre beaucoup de problèmes actuellement. Peut-être une dernière question. Là-haut à droite. Faites passer le micro, s'il vous plaît. Là-haut. Bonsoir monsieur, vous avez parlé plusieurs fois ce soir de la connivence entre les dirigeants politiques et le monde de la finance en général. Alors du coup ma question c'était, est-ce qu'il faut s'évertuer à essayer de moraliser les dirigeants politiques et à leur et à révéler au grand public justement, c'est même plus du lobbying d'ailleurs, ce visage de la finance qui est exactement quasi ou trait pour trait le même que le visage des dirigeants, ou est-ce que justement le fait d'essayer de mettre en relief ce problème ne risquerait pas de braquer les dirigeants politiques et d'empêcher d'enliser le débat et d'enliser les réformes actuelles sur la TTF par exemple? Bon, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin, même si on a commencé, ce qui est une très bonne chose, dans le domaine de la moralisation de la vie publique. Je donne juste un exemple, parce que ça existe au Canada. On pourrait décider deux choses, en Europe, par exemple, à l'échelle européenne, commençons par la France, que les hommes politiques, enfin ceux qui ont exercé des responsabilités, qu'elles soient gouvernementales, voire même au niveau de la haute administration, par exemple directeur d'une grande direction de Bercy ou des ministères de l'Industrie, qu'il soit interdit qu'ils exercent pendant 2 ou 3 ans après dans des sociétés qui étaient sous leur tutelle, pour empêcher le phénomène des revolving doors. D'accord ? Donc vous avez été directeur du Trésor, vous n'avez pas le droit pendant 3 ans d'être, par exemple,
dans une banque qui était sous votre juridiction. Alors ça peut paraître naïf, mais ça existe au Canada. Et même au Canada, il y a une commission dans laquelle participent d'ailleurs des membres de la société civile qui vérifie, qui est capable de vérifier l'application de ce type de règles. Deuxième mesure, et alors là je vais citer le nom d'une personne que vous pourriez peut-être inviter d'ailleurs, parce je pense qu'elle est très intéressante, c'est Madame Eva Joly, qui propose, mais qui défend, c'est une proposition qui est dans les cartons, l'idée d'un procureur européen. C'est-à-dire de procureur européen qui serait capable d'aller enquêter et de mettre éventuellement en examen des acteurs, publics ou privés d'ailleurs, qui ne respecteraient pas un certain nombre de principes, dont des principes comme celui-là. C'est-à-dire que pour moraliser la fonction publique, ou la vie publique, sans parler même de la vie privée, enfin des entreprises privées, je crois qu'il faut que les règles soient claires, mais qu'ensuite on soit sûr qu'elles soient appliquées. Vous savez, vous connaissez l'expression à propos des banques, on dit « too big to fail », mais il y a une autre expression, c'est « too big to jail ». C'est-à-dire que le pouvoir de ceux qui sont à la tête des institutions financières est tel qu'ils sont intouchables, irresponsables. Et là, il y a un problème de responsabilité. Quand ils font une erreur, l'affaire Kerviel, croyez-vous que c'est uniquement M. Kerviel qui est en cause? Je n'irai pas plus loin. Et vous regardez la vie en or avec le parachute doré qu'a eu le PDG de la Société Générale quand il est parti à la retraite et que Kerviel était sous sa responsabilité. Bon, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On parlait tout à l'heure, vous avez parlé de Dexia, je crois, non? Eh bien, Dexia, que sont devenus les dirigeants de Dexia qui ont été un peu à l'origine, un peu et même beaucoup à l'origine de la déconfiture de cette banque et de certain nombre de collectivités territoriales, ils coulent des jours heureux avec une retraite somptueuse. Voilà. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un moment, il faut responsabiliser les acteurs, publics, privés, et il faut prendre les moyens de le faire. Il faut repénaliser un certain nombre de fautes. Alors vous me direz, votre question tout terminée, c'était, mais ne croyez-vous pas que ça calmerait les ardeurs réformatrices? Non, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, quelqu'un qui sera à Bercy, par exemple, et qui saurait que dans les 3 ans qui viennent, il n'irait pas travailler dans une banque, il serait beaucoup plus indépendant de ses collègues, parce que c'est des collègues qui sortent de l'ENA, qui sont PDG ou directeur général de telle ou telle institution financière bancaire française. Je crois qu'au contraire, il serait plus indépendant. Donc je pense que ça ne réduirait pas, bien au contraire, leur ardeur réformatrice. Alors que s'ils savent que demain, ils vont traverser la rue pour aller dans une banque, comment voulez-vous qu'ils fassent des réformes qui vont réduire la capacité de gain de la banque qui va les employer demain et donc réduire leur futur revenu eux-mêmes? Voyez, donc il y a quelque chose qui ne va pas là. On est en plein conflit d'intérêts et c'est ça qui est étonnant en France comme en Europe ou ailleurs. Je trouve que ce débat n'est pas assez sur la place publique. Il ne s'agit pas de faire la chasse aux sorcières, mais il s'agit d'assainir quand même la situation. Et la notion de conflit d'intérêts, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et on peut en rajouter une couche sur la composition de la Commission européenne, où on voit que Moscovici, donc, qui a quand même plutôt échoué en France, a été, sans faire de politique évidemment, mais a été nommé donc, commissaire à l'économie. À la régulation financière, on a un conservateur britannique. À l'immigration, un Italien, alors qu'on sait que c'est le lobbyiste de la Cité. Oui, un ancien lobbyiste de la Cité. À l'immigration, un commissaire italien, alors que l'Italie est quand même le problème qui pose le plus de problèmes en matière d'immigration. Et à la culture, un Polonais, dont on sait que les Polonais ne sont pas quand même les plus fervents d'innovation et de créativité, mais plutôt relativement patrimoniaux, on pourrait rester dans les clous. Voilà, donc on s'interroge quand même sur l'efficacité de cette équipe. Comment Pierre Moscovici pourrait nous donner des leçons de vertu budgétaire? Ok. Julien, le mot de la fin? Oui, je vais même changer de micro pour vous dire le mot de la fin. Tout d'abord pour vous remercier, Dominique Plion, pour cette conférence. Merci à vous tous d'avoir été parmi nous. Et aussi pour vous donner un rendez-vous dès la semaine prochaine. D'abord pour vous dire que les PowerPoint de cette présentation sera sur le site internet de l'association. Et surtout pour vous donner un autre rendez-vous, le 30 septembre. Et on recevra à l'occasion d'un débat. Pour la première fois qu'on va le mettre en place, c'est le débat de le sens du management. C'est un projet qu'on a monté depuis le début de l'année 2014. Ça sera l'occasion d'un débat entre Bernard Thibault, ex-secrétaire général de la CGT, désormais administrateur du Bureau international du travail, et Jean-Marie Cavada, qui est ancien journaliste, ancien président de Radio France, et désormais eurodéputé, ancien vice-président de l'UDI, président du mouvement Nous Citoyens et de Avenir démocrate en Europe. Voilà le rendez-vous qu'on vous donne mardi prochain, 30 septembre à 20h. Ici. Merci à toutes et à tous.